Mes chers collègues, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. La retransmission peut désormais commencer. Nous allons commencer ce conseil de territoire auquel je vous remercie de participer. Nous commençons par l'appel nominal comme il se doit. Jean-Didier Berger présent. Jean-Yves Senant. Il est présent. Marie-Hélène Amiable. Présente. Étienne Langereau. Il est présent. Il est là. Pas encore branché, mais il est présent. Jacqueline Bellhomme. Présente. Benoît Blot. Présent. Laurent Vastel. Présent. Philippe Laurent. Présent. Patrick Donat. Va nous rejoindre. Carl Sego. Présent, et Patrick Donat est sur l'écran, donc il est présent également. Il est bien là. Il est quelque part. Nadège Azaz va nous rejoindre, je crois. Elle est là, je la vois. Bonsoir. Yves Koskas. Présent. Roderick Ars. Présent. Lounès Ajroud. Saïd Aït Waraz. Présent. Jean-Philippe Alardi. Je ne le vois pas. Stéphane Astic. Il va donner son pouvoir. Je suis Roselyne Ludwig. Pouvoir, Madame Olig de Rouge. Stéphane Astic. Présent. Yasmine Boudjena. Elle va arriver. Chantal Brault. Présente. Marie Colavita. Présente. Élite Saint-Georges. Présent. Didier Dincher. Je le vois. Sylvie Donger. Présente. Élodie Dorfiac. Et Elle se connecte. nous, elle se connecte. Patrick Duru. N'est pas connecté encore. Je vous demande de bien vouloir couper vos micros quand vous ne les utilisez pas, je vous en remercie. Claude Favra va nous rejoindre. Marc Feugère. Présente, Claude Favra. Présente Claude, bonsoir. Marc Feugère. Sonia Figuère. Présente. Bernard Foisy. Présent. Muriel Galante-Guilleminault. Elle est là, Muriel. Non ? Elle est là. Alain Gazot. N'est pas arrivé. Martine Gourrier. Présente. Bonsoir Martine. Jean-Patrick Guimard va nous rejoindre. Présent. Il est là. Mouloud Haddad va nous rejoindre. Sarah Hamdi. Est-ce qu'elle est là? Je ne la vois pas. Maroun Obeika. Va nous rejoindre. Roselyne Olig-Le Rouge, on l'a entendu. Elle est présente. Colette Huard. Présente. Fabien Hubert. Fabien Hubert. Je ne le vois pas. Stéphane Jacot. Présent. Laurent Candel. Présent. Serge Caillayan. Présent. Dominique Lafont, pouvoir à Laurent Vastel. Goulwen Le Gall. N'est pas là. Jacques Legrand va nous rejoindre. Rosa. Présent. Alors, qui est présent? Jacques? Jacques Legrand. Bonsoir, Jacques. Rosa Massiera Dumoulin. Présente. Corinne Marduguerre. Je ne la vois pas. Patrice Martin n'est pas là. Non. Il est là. Présent. David Mogère. Bonsoir, présent. Pierre Médan. Oui, présent. Pascal Mecker n'est pas là. Gilles Mergy.
Oui, présent, Monsieur le Président, et Goulwen Le Gall m'a donné son pouvoir le temps d'arriver. J'espère que vous l'avez reçu. On va me confirmer cela, mais ça ne devrait pas poser de difficulté. Françoise Monsoni. Je l'ai entreaperçue tout à l'heure. Françoise. Je crois qu'elle est là. Paul-André Mouly. Il est présent. Présent. Aïcha Moutaoukil. Présente. Wissam Némé. Présente. Corinne Parmentier. Présente. Présente. Philippe Emzec. Présente. Présente. Françoise Monsoni est bien connectée, on a entendu. Philippe Emzec va nous rejoindre. Jacques Perrin, pouvoir à Benoît Blot. Françoise Pétieux. Présente. Présente. Jean-Michel Poulet. Je ne le vois pas. Perrine Pressetti va nous rejoindre. Christine Kihiri. Présente. Gwenola Rabier. Je ne la vois pas. Gabriela c'est bon. Donc Gwenola Rabier présente. Gabriela Regada. Présente. Je vois Jacques Perrin également qui est connecté en définitive. Bonsoir Jacques. Cécile Renard. Présente. Présente. Sally Ribeiro va nous rejoindre. Elle m'a laissé un message. Isabelle Roland. Présente. Patrice Roncari. Présent. Lauriane Rossi. Bonsoir, présente. Daniel Rupp. Présent. Sophie Sancy. Présente. Anne Sauvé. Présente. Stéphanie Schlinger. Présente. Mariam Charchard. Présente, bonsoir. Bonsoir. Georges Siffredi, pouvoir Carsego. Isabelle Spears. Martin Vernant. Je ne le vois pas. Thierry Virol. Présent, il t'a mis juste un appel. Très bien. Patrick Xavier. Présent. Le quorum étant largement atteint, nous pouvons valablement délibérer. En commençant par la désignation d'un secrétaire de séance, j'ai reçu la candidature de Jean-Patrick Guimard, notre quasi-benjamin. Y a-t-il d'autres candidatures, des oppositions, des abstentions? C'est un vote unanime et je le félicite. Le compte-rendu des décisions prises par le bureau au titre de sa délégation. Ces décisions appellent-elles d'autre part des questions ou des remarques? Je n'en vois pas. C'est donc vu. Nous passons aux procès-verbaux. Pardon, j'ai oublié le compte-rendu de décision prise par le président au titre de sa délégation d'abord. Donc je reprends. Les décisions prises par le président, pas de remarques. Les délibérations adoptées par le bureau du territoire du 10 décembre 2020, pas de questions, pas de remarques. Donc les procès-verbaux maintenant des séances du Conseil du territoire du 25 novembre et du 16 décembre 2020. Ces deux comptes rendus, ces deux procès-verbaux, appellent-ils de votre part des questions ou des remarques? Je n'en vois pas. Si, Monsieur Astic. Monsieur le Président, merci. La délibération 7, j'avais cliqué la main comme vous venez de le voir et je n'avais pas dit, je ne m'étais pas abstenu et mon abstention n'a pas été prise en compte. À l'inverse, pour la délibération 8, je m'étais abstenu pour le vote du budget primitif, mais pas des budgets annexes. Or, dans le compte-rendu, dans le PV, j'ai vu que j'étais en abstention sur toutes les délibérations de la délibération 8, ce qui n'était pas le cas. Nous vérifierons, mais alors je vais regarder exactement. Donc là, on parle du compte-rendu de quelle séance? Du 16 décembre. Hein. Absolument. Donc, s'agissant du 16 décembre, on parle de quelle délibération là? Sur la 7, j'avais cliqué sur l'outil pour dire que je m'abstenais, mais ça n'a pas été pris en compte. Non, alors je peux vous dire que ça n'est pas le cas puisque nous avons fait une vérification complète de ce vote
compte tenu de la polémique que vous avez cherché à déclencher sur ce sujet, et qu'un autre conseiller de territoire, je vous ai écouté, donc je ne vous ai pas redonné la parole, Monsieur Astic. Compte tenu de la polémique que vous avez cherché à déclencher sur ce sujet, nous avons vérifié les votes à la demande d'un autre conseiller territorial, et donc les agents sont formels sur la nature et la qualité des votes exprimés, sachant que nous avons 3 agents qui notent chaque vote par ailleurs, et dorénavant, pour que ça soit parfaitement incontestable, je citerai à la demande d'ailleurs de l'une d'entre vous qui me paraît tout à fait pertinente et légitime, je citerai maintenant le nom de chaque personne s'abstenant ou votant contre ou ne participant pas au vote, pour que ça soit dans la bande son également, en plus d'être dans les notes et éventuellement sur les vidéos si vous apparaissez à l'écran au moment de voter, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc cette précision étant apportée, nous vérifierons pour l'autre point. Je comprends que vous soyez embêtés parce que vous avez voté pour une décision que maintenant vous contestez, tout en disant que c'était tellement gros comme le nez au milieu de la figure, selon vos propres termes, que vous avez du mal à vous justifier vous-même d'avoir voté à l'unanimité moins 3 abstentions, dont vous ne faites pas partie. Et sur le 8, je veux bien faire vérifier ce que vous nous avez dit. Donc, qu'est-ce que vous indiquiez? Sur le 8, je me suis exprimé en m'abstenant sur la délibération concernant le budget primitif principal. Et je ne me suis pas exprimé contre ni en abstention pour les budgets annexes. Nous le vérifierons. Il n'y a pas de problème. Merci, Monsieur le Président. Alors, et nous avons des propos de Madame Rossi dont on a pris note en correction. Le mot « décision » était indiqué dans le compte-rendu, et en réalité, c'était « précision » et non pas « décision » qui avait été prononcée, ce qui paraît fort logique. Donc nous prenons note de cette correction. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Donc s'agissant du compte-rendu du 25 novembre, y a-t-il des oppositions? Je n'en vois pas. Des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Marouno Baïka nous a rejoint et je le souligne, j'en fais part à tout le monde. Donc c'est adopté à l'unanimité. Le compte-rendu du 16 décembre 2020, y a-t-il des oppositions? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Nous sommes d'accord, c'est l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au point suivant. L'adoption du règlement intérieur du Conseil de territoire. Alors, à la demande d'un certain nombre d'entre vous, demande légitime, nous proposons de modifier le règlement intérieur pour tenir compte des nouvelles règles votées par le législateur. J'ai reçu une demande d'amendement, mais je vais d'abord expliquer le sens des propositions qui sont faites. Nous ne faisons pas de différence entre des conseillers de territoire qui s'estimeraient d'opposition ou de la majorité, puisque selon le thèse que je défends depuis le début, j'estime qu'ici il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité, il n'y a que des conseillers qui travaillent pour l'intérêt général, j'ose l'espérer. Et en tout cas, l'exécutif est composé d'élus et principalement de maires de toutes les tendances politiques confondues, ou qui ont des majorités de toutes les tendances politiques confondues. Donc je ne fais pas de différence de traitement, et donc il n'y aura pas besoin de se déclarer d'opposition ou de majorité, puisque chacun aura le droit à 100 signes. J'ai reçu un amendement, donc que ce soit sur le print ou sur le dématérialisé, dans tous les supports ayant le caractère de bulletin d'information à caractère général. J'ai reçu une demande d'amendement à laquelle je ne peux pas faire droit. Je vais vous expliquer pourquoi. Une demande d'amendement de la France Insoumise qui me propose d'accorder, donc je vais le lire d'abord, remplacer le 3e et le 4e paragraphe par tous les groupes de l'Assemblée territoriale bénéficient d'une tribune de 1000 caractères plus 100 caractères par conseiller territorial appartenant au groupe.
Pour les conseillers non inscrits dans un groupe, une tribune de 100 caractères leur est réservée. Ils peuvent opter pour la rédaction d'une tribune commune en mutualisant l'espace d'expression dont ils disposent. Donc je ne peux pas faire droit à cette proposition. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le droit est un droit à s'exprimer, est un droit individuel. Donc je ne peux pas faire de différence et de discrimination entre quelqu'un qui serait dans un groupe et quelqu'un qui ne serait pas dans un groupe. Je peux permettre ce qu'autorise la loi à mutualiser ces caractères, mais je ne peux pas accorder une sorte de prime à la constitution d'un groupe, ce qui introduirait une discrimination entre les conseillers. Deuxième demande dans l'amendement, modifier le 5e paragraphe comme suit, supprimer ceux déclarant dans l'opposition. Donc je propose de ne pas y faire droit pour la raison que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous ne faisons pas de distinction entre les conseillers de la majorité supposée et de l'opposition supposée. Et puis il y a une troisième demande, ajouter dans l'ensemble de l'article électronique après courrier. Je ne sais pas exactement à quel endroit il est proposé d'introduire ce texte, donc j'imagine que c'est pour remplacer courrier par courriel en fait. Voilà. Donc non, je pense qu'il y a un moment donné où il faut quand même que, s'agissant de la répartition des espaces, on a quand même besoin d'avoir quelque chose de sérieux et d'écrit, et qu'il n'y ait pas de doute sur le sujet pour éviter toute insécurité juridique. Alors, compte tenu de ces explications, est-ce que la France Insoumise accepte de retirer cet amendement ? Non, merci, Monsieur le Président, nous le maintenons. Nous pensons que 100 signes par conseiller, ce n'est pas raisonnable pour pouvoir s'exprimer et exprimer la pluralité des opinions de cette Assemblée. Donc nous le maintenons. D'accord. Alors, je vais donc appeler malheureusement à son rejet et je vous prie de m'en excuser. Y a-t-il des prises de parole s'agissant de cet amendement ? Oui, bonsoir Monsieur le Président, Sonia Figuère. Allez-y, je vous pour en le prie. groupe communiste. Oui, bonsoir Monsieur le Président, chers collègues. Alors, j'ai bien entendu votre argumentation concernant la représentation des élus et les sensibles, mais permettez-moi néanmoins d'insister. Nous sommes pour une égalité de traitement de l'ensemble des élus. D'ailleurs, dans nos villes de Bagneux et de Malakoff, quels que soient les groupes politiques, l'expression, la place accordée à l'expression est la même pour tous. Les idées de chacun et de chacune, nos débats nous enrichissent. Nous sommes dans ce territoire pour la coopération. Nous vous demandons donc un traitement égal entre les groupes politiques et donc un même nombre de signes pour les textes d'expression. Voilà. Merci. Alors, malheureusement, la loi ne me permet pas de le faire. C'est-à-dire que je ne peux pas réserver à un groupe ayant 5 élus le même espace qu'à un groupe ayant 10 élus. Je n'ai pas le droit de le faire puisque le droit étant individuel, je suis obligé de tenir compte de la proportionnalité de la composition de chaque groupe. Et évidemment, quelle que soit mon opinion sur le sujet, c'est pas forcément comme ça que j'aurais organisé les choses en effet, mais c'est le sens des textes. Donc je m'y réfère. D'autres interventions sur cet amendement ? Je vous propose de passer au vote. Oui, Allez-y, monsieur Mocher, je vous en prie. Oui, j'avais levé la main. Pardon, je ne vous ai pas vu et j'ai vu que monsieur Dincher aussi a demandé, donc je lui céderai la parole ensuite sans problème. Donc, je m'associe entièrement à la demande des collègues, avec un point de vue qui peut être légèrement différent, dans le sens où j'estime que 100 caractères, ça ne permet pas de s'exprimer. Voilà. Personnellement, j'appartiens pas à un groupe, puisque j'appartiens à un collectif qui est divers, qui rassemble à la fois des gens de gauche et des écologistes. Donc, je fais le choix de rester indépendant, on va dire. Pour autant, j'estime que, comme vous l'avez dit, c'est un droit individuel à l'expression et que 100 caractères ne constitue pas un moyen d'expression. Donc, moi, je serais en faveur, non pas d'une expression en fonction des groupes, mais plutôt d'un caractère minimal de l'espace réservé à chacun, que l'on soit dans le cadre de l'expression d'un groupe ou une expression individuelle. Mais c'est un peu la formule qu'on propose, c'est-à-dire que chacun a le droit à au moins 100 caractères. Et si vous vous groupez avec d'autres de vos collègues, vous pouvez augmenter, cumuler votre nombre de signes. Et la loi ne nous autorise pas à faire différemment. Monsieur Dincher.
Oui, merci. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, chers collègues. Juste une précision. Donc, vous avez dit qu'il n'y aurait pas de différenciation entre les élus dits d'opposition ou de majorité. Donc, si je comprends bien, page 20, il y a tout un paragraphe qui précise que les élus se déclarant être dans l'opposition, etc. Donc, ce paragraphe est caduc désormais. Alors, Et il y avait une autre question, comme ça vous pourrez. Si jamais, je pense que ça va être le cas, vous avez des groupes qui vont se constituer avec des élus qui seront dans des oppositions communales et d'autres qui seront dans des majorités communales. Donc, ce groupe va se constituer, va pouvoir regrouper ses signes. Donc, vous considérez qu'on peut grouper les signes de ce groupe d'élus et avoir une tribune en tant que telle. Absolument. Donc, en fait, pourquoi est-ce que les juristes nous ont proposé d'adopter cette rédaction? C'est qu'en fait, vous voyez qu'il y a la même rédaction pour les élus se déclarant d'opposition ou les élus se déclarant de la majorité, parce que la loi veut qu'on réserve un espace d'expression aux élus de l'opposition. Donc, comme ici, on ne sait pas dire qui est de majorité, qui est d'opposition, et puis opposition par rapport à quoi? Opposition dans une ville, opposition au territoire. Enfin, voilà, c'est pas forcément très clair. Donc, le plus simple, c'est pour ça qu'on a adopté exactement la même rédaction, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de vous déclarer de la majorité ou de l'opposition, puisque de toute façon, vous avez le droit à la même chose. Donc ça, c'est une façon d'englober tout et de clarifier la règle. Et donc, on satisfait aux obligations de la loi, et comme on ne fait pas de différence, ça simplifie le positionnement pour tout le monde. Et donc, si vous avez envie de faire un groupe avec 5 personnes de telle sensibilité ou 7 personnes de telle autre, bah, vous pouvez tout à fait le faire. Et d'ailleurs, j'indique que ça peut changer dans le temps. Voilà. À partir du moment où vous déclarez le groupe dans les conditions prévues avec suffisamment d'anticipation pour qu'on puisse en tenir compte. Franchement, c'est une formule qui est quand même très souple, qui garantit les droits de tout le monde de façon totalement équitable et transparente. Et donc, il n'y a pas de combinaison pour obliger tel ou tel à rentrer dans un groupe ou à pas y rentrer. Chacun a le droit d'appartenir ou de ne pas appartenir à un groupe et de ne pas être pénalisé sur sa faculté à s'exprimer. Voilà. Avec ces précisions, donc vous l'avez compris, malheureusement, l'amendement est maintenu. Donc j'appelle à son rejet. S'agissant... Oui. Excusez-moi, je voulais intervenir, si vous permettez, Aïcha Moutaki. Mais bien sûr, excusez-moi, je m'aperçois que je ne vois pas forcément les mains qui se lèvent, donc il n'y a pas de problème, allez-y, je vous en prie. Électroniquement et je la lève maintenant physiquement. Non, c'est juste pour vous dire que moi, je ne conteste pas évidemment la règle que vous venez de rappeler, qui est de dire ce droit est un droit individuel pour chaque élu de s'exprimer. Mais là où je ne vous rejoins pas, c'est que 100 caractères, c'est évidemment extrêmement peu. Je rappelle qu'en 2017, Monsieur le Président, même Twitter est passé de 140 à 280 signes. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'au fond, on va, pour chacun d'entre nous, avoir la possibilité de s'exprimer en 100 signes, c'est-à-dire moins qu'un tweet aujourd'hui. Et donc, au fond, vous nous poussez indébitablement à nous rassembler pour être en mesure d'exprimer quelque chose d'audible. Parce qu'en 100 caractères, il est évidemment impossible d'exprimer une idée, son raisonnement et éventuellement les conclusions auxquelles on veut parvenir. Voilà, donc je voulais juste dire ça, et c'est pour ça que, me concernant, Monsieur le Président, je vais appuyer la demande de nos collègues de la France Insoumise. Voilà, merci beaucoup. Merci pour cette explication de vote. Alors, je crois Roderick Ars également m'a demandé la parole, si je ne m'abuse. Oui. Tout à fait. Bonjour, chers collègues, Monsieur le Président. Beaucoup de choses ont été répondues, mais néanmoins, il me reste quelques questions. Vous confirmez donc qu'il n'y a pas d'obligation à se déclarer dans l'opposition ou la majorité. Par contre, j'avais une question sur le nombre de signes. Nous aussi, on regrette, et je comprends que l'union fait la force et que vous nous incitez à nous rassembler. Par contre, au nombre de signes, il n'est pas précisé, et c'est toujours un grand débat, donc j'aimerais qu'il soit résolu dès maintenant. Est-ce que c'est le nombre de signes caractères compris, espaces, tous les espaces compris, ou sans les espaces, puisque le code typographique est parfois pas toujours respecté dans cette question, et comme on est sur un côté juridique, j'aimerais bien que ça soit précisé, pour pas qu'il y ait après d'aller-retour avec le service communication et des incompréhensions.
Et aussi, vous indiquez qu'il y a besoin d'un courrier recommandé en accusé-réception. Alors, est-ce que c'est un courrier papier ou un mail avec accusé de réception qui est demandé? Bon, déjà, il n'y a pas de fax demandé, donc ça va, mais un courrier papier pour la création du groupe, parce que les écologistes se sont rassemblés au sein du groupe Vallée Verte, et on nous a répondu qu'il fallait qu'il fallait que ça soit signé. Je vais vous expliquer. Allez-y. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'ai effectivement déjà confirmé tout à l'heure que on souhaitait plutôt un courrier papier, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que je ne peux pas simplement, sur la foi d'un mail envoyé de l'une des adresses de l'un d'entre vous, constater le consentement de l'ensemble des personnes supposées adhérer à ce groupe. Et donc, j'ai besoin d'avoir un courrier papier avec les signatures de chaque personne. Si demain matin, vous m'envoyez un courrier pour me dire j'ai l'adhésion de 70 conseillers de territoire, ils veulent faire une tribune avec moi, je peux pas simplement vous donner 7000 signes uniquement parce que vous m'avez envoyé un courriel et moi être obligé d'aller envoyer un courriel à tous les 69 autres pour vérifier qu'ils sont bien d'accord ou pas d'accord. Donc vous comprenez bien que là, il s'agit d'un consentement qui doit revêtir une forme un peu concrète, voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle on opte pour cette formule. Bon voilà, on n'a pas fait ni les pigeons voyageurs ni la pierre gravée, mais ça nous paraît un bon équilibre entre les deux. Mais il me semble que le nombre de caractères, alors oui évidemment espace compris, n'est pas différent de ce qu'on avait proposé la fois précédente, et surtout il faut être tout à fait concret, hein. Il y a 80 élus dans le conseil de territoire, avec 100 signes ça fait 8000 signes, donc si vous voulez qu'à un moment donné ça tienne sur un format papier qui ne soit pas du A2, il faut quand même qu'on puisse rentrer ça. On va pas faire 3 pages, 4 pages de tribune, quoi. Sinon, personne ne lira le journal du territoire. Il faut quand même rester dans quelque chose. Enfin, faut pas penser que la page des tribunes est la page la plus lue d'un magazine ou d'un journal, hein. Il faut que ça reste abordable. Et ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Monsieur Astic. Oui, merci Monsieur le Président. En fait, l'article de la loi auquel vous faites référence, que l'espace il est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du Conseil ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité. Alors, je me félicite que nous revenions sur la rédaction du règlement intérieur, puisque vous avez fait des remarques le 25 novembre et vous n'en aviez pas tenu compte. Je vous ai fait une nouvelle remarque le 16 décembre, vous n'en avez pas tenu compte. Et ce coup-ci, effectivement, on y revient. Donc, je m'en ai félicite, sauf que vous mettez au point quelque chose qui est fort différent. Un magazine municipal, territorial, est l'expression de tous les élus qui participent à l'action, sauf éventuellement ceux qui ne participent pas, comme ceux qui sont dans l'opposition. Donc la loi, elle organise la possibilité pour les élus d'opposition, ne participant pas à la majorité, de s'exprimer. Là, je me félicite que vous nous donniez un espace, et non plus seulement sur un support périodique, comme vous l'aviez mentionné à la fois précédente. Donc on progresse. En revanche, sans signe, je rejoins tous les conseillers qui se sont exprimés, c'est un timbre-poste, et donc je ne peux pas soutenir cette modification du règlement intérieur. Très bien. Alors, contrairement à ce que vous avez dit, vous voyez que je tiens compte des remarques qui sont formulées par les conseillers de territoire, puisque la preuve, c'est que nous y revenons, alors que la délibération précédente n'avait pas été ni attaquée, ni déférée, ni quoi que ce soit. Donc, c'est bien la preuve que nous tenons compte des avis qui sont exprimés ici. Deuxièmement, la loi ne nous demande pas de prévoir la possibilité pour les élus de s'organiser, elle nous donne l'obligation d'organiser cette faculté. Elle ne nous demande pas d'organiser la possibilité de le faire. En revanche, la loi ne nous interdit pas de laisser la possibilité à tous les élus de pouvoir le faire, quelle que soit leur sensibilité politique, pour qu'il y ait de la diversité et du pluralisme politique. J'avais cru comprendre que la famille politique que vous souteniez jusqu'à présent, enfin assez récemment d'ailleurs, mais jusqu'à présent, était favorable au pluralisme politique.
Je constate que finalement, vous semblez changer d'avis, mais je le regrette. Moi, je suis pour le pluralisme. Donc, je laisse la possibilité à tout le monde de s'exprimer. S'agissant du nombre de signes, on peut regretter qu'il soit faible, mais c'est la règle du jeu de l'Assemblée. Nous sommes nombreux. Donc, et vous voyez d'ailleurs, puisque ça nous prend pas mal de temps dans ces débats. J'ai Laurent Candel, peut-être, qui souhaitait s'exprimer à nouveau. Oui, merci Monsieur le Président. Je ne vais pas redire ce qu'ont dit mes collègues sur ces 100 signes. Effectivement, moi, je crois que notre amendement n'est pas du tout en opposition avec la loi. La loi n'interdit pas l'expression des groupes politiques. Donc, il peut y avoir à la fois une expression des groupes et qui peut être pondérée effectivement par les conseillers. Donc, je ne comprends pas cette réponse. Et dernière chose, sur son amendement aussi, on a proposé un courrier électronique, puisqu'on est en 2021. Enfin, le courrier électronique fait foi maintenant dans beaucoup d'administrations. Donc, demander un courrier papier signé avec accusé de réception, enfin voilà, je veux bien, mais voilà, qu'on soit plus simple dans notre organisation, je pense que ça serait bien. Donc, voilà, donc maintenons cet amendement. Donc, alors je vous confirme que la loi ne nous permet pas de le faire. Je vous donne un exemple très simple. Si j'ai 10 élus qui s'expriment chacun individuellement, ils vont avoir le droit à 100 signes chacun, soit 1000 signes au total. S'ils se mettent ensemble dans un groupe avec votre proposition, on leur donnerait 10 fois 100, soit 1000, plus 1000. Donc ils auraient 2000, alors que les autres, donc ils auraient le double de chacun de leurs collègues pris individuellement. Donc cette différence de traitement, elle n'est pas conforme à la loi et la loi ne nous permet pas de le faire. Donc il y a de la jurisprudence sur le sujet. Voilà, les juristes sont assez formels sur la notion de droit individuel à l'expression. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas accepter votre amendement, en tout cas lui demander à l'Assemblée de lui réserver une suite favorable. Je suis obligé d'appeler à son rejet. Alors les dernières interventions et ensuite nous passons au vote. C'est bon, Monsieur Ars s'est déjà exprimé, Monsieur Moger aussi. Vous souhaitez vous exprimer à nouveau ? Allez-y, un dernier mot et ensuite nous passons au vote. D'accord. Alors, je voulais parler de l'article 6, mais aussi quand même compléter sur l'aspect de la jurisprudence que vous venez de préciser. La jurisprudence ne va pas dans le sens d'une proportionnalité stricte. C'est effectivement un droit individuel, ça je suis tout à fait d'accord. En revanche, la jurisprudence ne demande pas une proportionnalité stricte, ce qui fait qu'un article qui dirait que chaque conseiller a au minimum 100 caractères pour la possibilité de s'exprimer, éventuellement en se regroupant, et en instituant un minimum, disons, de 1000 caractères pour une expression, qu'elle soit individuelle ou regroupée, serait tout à fait conforme à la loi. Alors, mais bon, je pense que on a déjà beaucoup discuté de cet article. En revanche, sur l'article 6, sur le fonctionnement du bureau en formation délibérative, donc les séances doivent être publiques. Il m'est arrivé de tomber au bon moment pour ne pas rater la séance du bureau du territoire sur le site de Vallée-Sud. Oui. En revanche, la plupart des séances m'échappent parce que je ne reçois pas la date auxquelles se tiennent ces bureaux du territoire et des enregistrements ne sont pas conservés sur le site. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose dans ce sens, à savoir une annonce à l'ensemble des conseillers de la date et éventuellement conserver les enregistrements ? Alors, d'abord, ces bureaux font l'objet d'une publication obligatoire et donc les dates sont publiées, sont affichées. Je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on vous en informe préalablement. Je n'y vois absolument aucun inconvénient. D'accord, merci. Voilà. Je n'en fais pas un point du règlement intérieur, mais nous le ferons aussi souvent que possible. Je vous propose donc que nous passions maintenant au vote. Sur cet amendement, qui est favorable à son adoption ? Qui est pour cet amendement ? Monsieur Candel. Donc c'est bon, dans la fin des votes. Monsieur Candel, Madame Figuère, Madame Parmentier, Madame Moutaoukil, Monsieur Moger, Monsieur Xavier. Qui s'abstient ? Madame Boudjona aussi, mais du coup, je ne sais pas comment on vote en fait. On lève la main, simplement en levant la main, comme dans l'Assemblée. D'accord. En levant la main, le pouce. Ok.
Et Monsieur Haddad également. Donc Madame Boudjena, pardon, et Monsieur Haddad également, c'est ça? Absolument. Donc je vous demande de bien lever la main simplement quand vous souhaitez voter dans une direction. Et maintenant de la baisser, s'il vous plaît, pour que ça soit parfaitement clair. Donc nous avons 8 votes favorables. Madame Moutaoukil, vous avez voté pour, hein, donc c'est bon. Qui s'abstient? Je ne sais pas lever la main, Madame Mecker. Alors, Compliqué. vous avez... Alors, voyons. Vous avez... Hop, participant, il n'y a pas marqué lever la main. Je me... Donc, vous avez un petit bonhomme avec un sourire. Vous cliquez dessus et vous avez la possibilité de lever la main. Je ne vois pas de petit bonhomme. Un petit bonhomme, je ne le vois pas. En bas de votre écran. En bas de votre écran. Pas de mon écran, je ne vois rien. Voilà, je pas. C'est juste à côté de partager. Il y a couper le son, démarrer la vidéo, partager à côté. J'ai vu, donc j'envoie le pouce, c'est ça, levez la main. Levez la main. Voilà, alors là je baisse la alors, main. Je la lève, voilà. C'est bon, fin des votes. Donc, Monsieur Duru, Monsieur Mergy, Monsieur Ars, Monsieur Dincher, Madame Dorfiac, Monsieur Jacot, Madame Renard, 5, Monsieur Astic, 6, Madame Rossi, 7, Madame Bellhomme, 8. Donc, on est à 8 abstentions. Madame Amiable aussi. Madame Amiable, elle a levé la main. Moi aussi, Monsieur le Président. Donc, 9. Et Madame Mecker aussi, elle levait la main, là, mais ça se voit pas. Alors, 10. Bon, voilà. levez la main, voilà. Allez, vendu. Je vous le fais à 10. Vous pouvez baisser la main, s'il vous plaît. Hop. Le reste contre l'amendement, pardon. Donc, l'amendement est rejeté. Nous passons donc maintenant au vote de la délibération qui n'est pas amendée. S'agissant de cette délibération, je veux bien que Jacqueline, tu baisses la main, s'il te plaît. Oh, merci beaucoup. Donc, s'agissant de cette... À moins que tu aies une prise de parole, non? Non. Ah, c'est pas facile, hein, les conseils en visio, c'est pas simple. Pas du tout, Monsieur le Président, je m'entraîne, je vais la baisser. C'est l'aérobic, c'est Véronique et Davina, c'est le... Je lève la main, je baisse la main. Donc, Patrick Xavier souhaitait prendre la parole? Non? Donc, je passe au vote de cette délibération, on va y arriver. Qui est contre cette délibération? 2 votes contre, Monsieur Astic et Madame Parmentier. Et Monsieur Mogère, ainsi que Monsieur Candel. 4. Qui s'abstient? Attendez. Quand on passe au vote, il faut voter, parce que sinon on ne peut pas s'en sortir. Donc, je reprends. Qui est contre cette délibération? On est d'accord? Fin des votes. Il faudrait stabiliser les choses là. J'ai 5 votes contre ou 6 votes contre? Je prends les votes contre. Astic, Parmentier, Mogère, Moutaoukil, Candel, Bellhomme. Non? Pas Bellhomme. Excusez-moi, j'arrive toujours pas à baisser la main. Mais D'accord, donc 5 votes contre. Moi, je voterai pour au cas où j'arrive pas à baisser la main. Merci. Baissez la main, s'il vous plaît. Baissez la main, s'il vous plaît, messieurs. Si on peut faire baisser la main à tout le monde. Merci. Qui s'abstient? J'ouvre le vote. 3 abstentions. Duru, Figuer, Dincher. Baissez la main, s'il vous plaît. Le reste pour, la délibération est adoptée. Nous passons au point suivant. La désignation des représentants de l'établissement public territorial au sein de la CEMOP Châtenay-Malabry, Parc Central. Alors, nous avons cette désignation à faire. Merci. Alors, au conseil de surveillance, il est proposé, j'ai reçu les candidatures de M. Carl Sego, Georges Siffredi et Mariam Charchard. Et pour l'Assemblée, les Assemblées Générales, Carl Sego. Y a-t-il d'autres candidatures ou des questions? Monsieur le Président? Monsieur Mogère. Oui.
J'ai envoyé dans l'après-midi ma candidature aussi. Tout à fait. Nous l'avons bien reçue, je vous le confirme. Votre candidature pour le conseil de surveillance ou l'Assemblée générale? Tout à fait, pour le conseil de surveillance. Oui. Je voudrais m'en expliquer. Bien sûr, je vous en prie. Donc, si je me porte candidat au conseil de surveillance de la Société d'économie mixte à opération unique Châtenay-Malabry Parc Central, c'est pour plusieurs raisons. En 2017, l'État a cédé les 20 hectares des anciens terrains de l'école centrale à la ville de Châtenay-Malabry, qui les a ensuite cédés à cette société d'économie mixte, dont l'actionnaire majoritaire est le groupe Eiffage. Certes, je ne suis pas châtenaisien, mais le futur écoquartier La Vallée, lieu de l'unique opération de la CEMOP, se trouve à moins de 2 km de chez moi. Surtout, j'ai échangé avec le collectif citoyen châtenaisien, seul groupe d'opposition au sein du conseil municipal. Car avec le transfert de compétences de Châtenay-Malabry à notre territoire, la politique d'aménagement s'éloigne un peu plus de ce collectif, qui a pourtant recueilli 34% des voix aux dernières élections municipales. C'est donc avec leur soutien que je présente ma candidature. Les règles de la proportionnalité à la plus forte moyenne font que tous les sièges de Châtenay-Malabry dans notre assemblée sont allés aux élus de la majorité municipale et aucun au collectif châtenaisien. Je voudrais aussi insister sur l'enjeu que constitue la CEMOP. C'était en 2017 la première société d'économie mixte à opération unique en matière d'aménagement. De la bouche des responsables d'Eiffage, il s'agit d'un projet immense. 144 000 m² de logements, 40 000 m² de bureaux, 15 000 m² de commerce et 20 000 m² d'équipements publics. 2 autres opérations vont suivre, même si elles ne sont pas aux mains de la CEMOP, sur les terrains de la faculté de pharmacie et dans la cité-jardin de la Butte Rouge, dont vous avez sans doute déjà entendu parler à travers la presse. Mais je voudrais revenir sur l'enjeu financier que constitue la CEMOP. Et je cite notre collègue Georges Siffredi, qui était maire de Châtenay en 2017. Dans 10 ans, c'est le territoire qui prendra le déficit, s'il y a déficit, disait-il en conseil municipal. Je ne suis pas président du territoire, je m'occupe des intérêts des Châtenaisiens. À l'époque, c'était pour rassurer son opposition et justifier de prendre dès 2017 un boni de 22 millions d'euros pour la commune sur les terrains de l'école centrale. Alors je m'interroge de l'équilibre financier de cette opération, puisque c'est dorénavant le territoire qui sera actionnaire de la CEMOP. Et lorsque j'entends que le prix de sortie des logements serait de 6 ou 7 000 euros du mètre carré, je ne suis pas complètement rassuré par cette opération. Voici donc les raisons qui me poussent à me porter candidat, même s'il s'agit d'une opération unique à Châtenay. Vu les enjeux, je ne comprendrai pas que l'on confie aux seuls collègues de la majorité de Châtenay les sièges au conseil de surveillance de la CEMOP. Je vous remercie. Alors, j'imagine que Carl Sego souhaite intervenir. Je lui cède la parole bien volontiers. Monsieur le maire, monsieur le vice-président. Effectivement, merci Monsieur le Président. Je trouve curieux quand même que sur une opération telle que celle-ci qui concerne Châtenay-Malabry et son aménagement, qui n'est pas nouvelle, qui est engagée depuis plusieurs années, qui a été impulsée par la majorité, qui est suivie avec beaucoup d'attention par la majorité, qu'un élu extérieur à notre ville, qui ne connaît absolument pas ni le contexte, ni les enjeux, ni de toute évidence le passé et l'histoire de Châtenay-Malabry, se porte candidat et puisse apporter une quelconque valeur ajoutée, en tout cas, à ce qui est fait. C'est évidemment un petit peu gênant aussi par rapport à tous les projets importants qui sont menés sur le territoire, parce que évidemment il y avait jusqu'à ce jour un grand respect vis-à-vis des élus locaux que nous sommes et qui sommes engagés dans une politique de proximité et avec une connaissance fine du terrain. Je tiens à préciser que ce transfert, c'est une obligation puisque l'aménagement est une compétence territoriale, mais que c'est évidemment la ville qui a porté ce projet. Et effectivement, la ville a été un précurseur puisqu'on a été la première CEMOP de France. C'est-à-dire que plutôt que de confier, on va dire, l'aménagement, parce que l'État ne nous a pas fait cadeau de ces terrains, nous avons acheté 92,5 millions d'euros,
Évidemment, la ville n'avait pas la possibilité de porter financièrement ce projet, mais en même temps, nous ne voulions pas que des promoteurs le céder aux promoteurs pour ne plus avoir de visibilité sur ce qui était réalisé au sein de notre commune. Et c'est pour ça que la CEMOP a été créée. Je tiens à préciser que sont actionnaires non seulement le groupe Eiffage, c'était la ville et maintenant c'est le territoire avec une minorité de blocage de 33%, mais également la Caisse des dépôts et consignations qui siège au sein de cet actionnariat. Donc, il y a dans cette démarche initiée par une opposition qui ne siégeait pas d'ailleurs et qui n'a pas été moteur ou à l'initiative de cette CEMOP, de ce projet de quartier. Je trouve assez surprenant, on va dire, la démarche. Et évidemment, je souhaite que des personnes qui connaissent, qui sont investies depuis longtemps, dans ce projet continue de travailler pour le développement de ce quartier. Franchement, Monsieur Mogère, vous voyez bien que votre candidature ne va pas dans le sens de l'histoire. C'est-à-dire que, à part des vice-présidents en charge, et là, en l'occurrence, le vice-président en charge, c'est Carl Sego, donc il n'y a pas de sujet, c'est un Châtenaisien qui est compétent dans le domaine, mais c'est très très rare qu'on nomme des élus d'autres villes. Donc là, s'agissant en plus d'une représentation où il n'y a que 3 sièges, on voit mal comment on pourrait faire droit légitimement à votre demande. Et dire que c'est au titre de la proximité que vous cherchez à imposer une candidature qui ne soit pas de la ville, vous voyez bien qu'il y a une contradiction dans les termes qui laisse perplexe. Donc je vous invite évidemment à retirer votre candidature. Si ça n'est pas le cas, nous voterons. Et s'agissant du vote, il s'agit d'un scrutin uninominal. Donc je serai obligé de refaire voter sur chacun des noms, ce qui nous ferait perdre un temps précieux. Mais évidemment, vous avez la possibilité de maintenir cette candidature malgré ces explications. Monsieur Mogère. Alors, je souhaite maintenir ma candidature pour des raisons de principe. Ma demande va dans le sens d'une plus grande transparence et qui découle du fait que la responsabilité financière échoue maintenant non plus à la ville, mais au territoire. Donc là, je trouve que les arguments que j'entends sont, si on confiait uniquement aux gens qui connaissent bien un dossier et qu'on en profite pour écarter de manière systématique les gens qui ne connaissent pas les dossiers parce qu'ils sont dans l'opposition et parce qu'ils n'ont pas forcément accès à tous les dossiers, là, je trouve que ce n'est pas forcément un argument qui encourage vraiment à plus de démocratie. Voilà. Et par ailleurs, si vous avez bien entendu mes différents arguments, j'ai commencé de manière ironique par le fait que j'habitais non loin de cet endroit-là, mais ce n'est pas l'argument, évidemment, que j'entends comme étant le plus convaincant. Ça, et c'est tout à fait clair. C'est plutôt ma proximité avec le collectif châtenaisien qui travaille sur le sujet, qui intervient au conseil municipal sur le sujet, avec des enjeux, par exemple. Ça, vous l'avez déjà dit, vous l'avez déjà dit, Monsieur Mogère, mais bon. Et je voudrais compléter en disant que je demande un vote à bulletin secret, et je ne sais pas quel dispositif est possible ce soir. Donc les modalités de vote, je vous les ai communiquées. C'est un scrutin uninominal et donc qui est public. C'est comment ? Attendez, je me retourne vers mon administration pour vous préciser les choses. On va vérifier ce point juridiquement, mais franchement, je trouve que invoquer un argument démocratique pour dire qu'il faudrait confier à ceux qui ont fait le moins de voix les responsabilités et qui ne sont pas de la ville au détriment de ceux qui ont fait le plus de voix, le double, et qui sont de la ville, me paraît quand même d'une fragilité intellectuelle totale. Bon, c'est la proportionnelle. Non, la proportionnelle, c'est dans une municipale, vous le savez, qu'il y a une prime majoritaire qui est faite justement pour éviter ce type de situation et faire en sorte d'avoir une très très large majorité. Et donc, en l'occurrence, il n'est pas prévu de vote à la proportionnelle pour ce scrutin dans cette délibération. C'est un scrutin uninominal qui renforce encore plus la volonté du législateur de confier à la majorité la représentativité. Carl Sego souhaitait intervenir à nouveau, peut-être, Monsieur le Vice-président ? Ou c'est
C'est une Oui, main. simplement, enfin, ce sont des débats qui, à mon avis, sont un petit peu indignes de notre Assemblée. On perd énormément de temps. Je tiens juste à souligner que les 3 représentants qui sont proposés siéger au titre de la ville d'ores et déjà, et il y a vraiment en plus un intérêt, c'est-à-dire qu'il y a une véritable valeur ajoutée, puisqu'ils non seulement ils connaissent le dossier, mais il s'agit de Georges Chiffredi qui a initié cette CEMOP, qui a créé cette CEMOP. J'étais à l'époque adjoint en charge à l'urbanisme, donc initialement j'étais déjà au sein de cette CEMOP, même avant le renouvellement municipal. Et donc, que ce soit la présence de Georges Chiffredi ou la mienne, je pense on est légitime. Quant à la 3e personne, il s'agit de Madame Charchard, membre évidemment du Conseil du territoire, et qui est mon adjointe à l'urbanisme, et donc qui suit au quotidien également. Et donc cette proximité, on l'a, cette antériorité, on l'a, et c'est nous qui portons le projet. Et je suis un petit peu, chagriné, on va dire, qu'il y ait ce type d'intervention et que ça rend en tout cas nos échanges peu fluides et en tout cas cette démarche pas très intéressante. Benoît Blot m'a demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Juste en 10 secondes, et de mon point de vue, en se référant à la charte qui nous lie ensemble, le territoire, il est là pour accompagner, pour aider et accompagner et supporter au sens anglais et américain du terme les actions du maire et qui a été élu par la majorité de la population de la ville qui lui a fait confiance. Le territoire, il n'est pas là pour représenter la minorité à qui la population n'a justement pas fait confiance pour faire progresser la ville et qui ne seront là que pour aider pour essayer à ralentir ces projets qui sont déjà extrêmement compliqués par eux-mêmes. Donc je crois qu'on n'a pas besoin de rajouter une strate pour ralentir ces types de projets. Il y a déjà beaucoup d'organismes de contrôle qui ralentissent ces projets. Il n'y a pas besoin de plus. Le territoire, de mon point de vue, là pour aider les maires qui ont été choisis par la population pour mener ce type de projet et pas pour représenter ceux à qui la population n'a pas fait confiance. Merci, Monsieur le Vice-président, pour cette intervention. Je voudrais juste préciser un point, si vous permettez. Allez-y, Monsieur Moger. Le conseil de surveillance, ce n'est pas lui qui travaille au quotidien sur le projet, puisque le conseil de surveillance se réunit, j'imagine, 2 ou 3 fois par an. Évidemment, la gestion au quotidien et le travail avec l'aménageur se fait par une autre équipe au sein de la CEMOP, dans laquelle, évidemment, la majorité de Châtenay est déjà extrêmement présente. Donc là, il s'agit du conseil de surveillance. Il ne s'agit pas de s'immiscer au quotidien dans ce qui se passe au niveau des décisions qui sont prises par la CEMOP. Monsieur le vice-président. Oui, excusez-moi. Donc vous suggérez que des personnes qui ne connaissent rien, qui ne suivent pas au quotidien un projet d'aménagement sur 20 hectares, avec 2200 logements, dont une part importante, donc plusieurs centaines de logements sociaux, se permettent de donner leur avis, alors qu'ils ne sont même pas de la commune, qu'ils ne sont pas impliqués, qu'ils ne suivent pas au quotidien. Et je le répète, les personnes qui sont désignées, vraiment, leur présence se justifie pleinement. Je le répète, Georges Chiffredi, le maire qui a initié cette CEMOP, première CEMOP, pour justement avoir le suivi de cette opération, moi-même qui étais adjoint à l'urbanisme auparavant, qui est désormais maire, et l'actuelle adjointe à l'urbanisme. Vos propos sont choquants. Et moi, je trouve aussi que votre souhait d'avoir un bulletin secret dans le contexte sanitaire actuel, sachant les difficultés, on voit bien la manœuvre politique, de politique politicienne, et je ne vois pas d'ailleurs pourquoi les personnes se cacheraient de voter par rapport à un tel sujet. Je ne vois vraiment pas quel est
en fait, la dimension secrète dans le contexte sanitaire actuel, sachant que c'est en visioconférence, pourquoi les gens ne pourraient pas s'exprimer clairement sur cette désignation, une désignation vraiment qui normalement ne devrait pas poser de difficulté, aucune difficulté. Que vous soyez en lien avec des oppositions des communes voisines et que vous ayez par leur biais des informations qui peuvent paraître en tout cas assez orientées, voilà, ne justifie pas en tout cas un tel comportement. Monsieur Mergy, vous avez souhaité prendre la parole, je vous la cède bien volontiers. Oui, merci Monsieur le Président. Je crois que Monsieur Mauger a été clair sur la manière dont il fallait entendre la gouvernance de ce projet. Il y a bien entendu un certain nombre d'équipes opérationnelles et puis effectivement les élus qui sont concernés par la mise en œuvre et le déploiement de ce projet. Et puis un conseil de surveillance. Le conseil de surveillance, il n'est pas là pour agir au quotidien, pour surveiller au quotidien, il est là pour prendre de la hauteur, pour favoriser effectivement l'échange de débat, la réflexion de moyen long terme sur un projet d'ampleur majeure sur la ville de Châtenay-Malabry. Donc moi, je trouve pas ça choquant, au contraire, qu'au conseil de surveillance, on ait des personnalités qualifiées ou des gens qui sont un peu extérieurs au suivi et à la mise en œuvre opérationnelle du projet et qui apportent un éclairage et qui contribuent à enrichir la réflexion et le débat autour de ce projet concernant votre ville, Monsieur Segault. Je trouve que l'approche de Monsieur Mauger vise à enrichir la réflexion autour de ce projet et pas se substituer aux acteurs opérationnels qui pilotent effectivement au quotidien le projet, comme vous l'avez dit, et là on a besoin de gens qui connaissent le projet. Donc je pense qu'il a bien fait le distinguo entre les deux volets de la gouvernance d'un projet. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, le seul petit problème, c'est dans ce que vous avez indiqué, vous avez juste... Attendez, Monsieur le Vice-président, juste une seconde. Je vous rends la parole bien volontiers, mais juste pour préciser que, Monsieur Mergy, les électeurs n'ont pas souhaité que ça soit ni vous ni Monsieur Mauger qui définissiez la nature de la gouvernance de ce projet, ni du territoire. Donc vous êtes sympa de nous donner des leçons de gouvernance et de qu'est-ce que devrait être ceci ou cela, mais il y a des majorités claires qui se sont dégagées dans des circonstances pourtant pas toujours simples. Et en l'occurrence à Châtenay, le maire et l'équipe municipale en général ont été très largement plébiscités dès le premier tour. Donc je ne vois aucune raison pour que les élus des autres villes siégeant au territoire viennent remettre en cause cette légitimité d'une part, qui plus est, pour installer parmi les 3 membres du conseil de surveillance quelqu'un d'une autre ville. Vous comprenez bien que c'est contraire non seulement aux principes démocratiques, mais en plus à la charte de gouvernance de notre territoire. Relisez-la et vous verrez ce qu'il en est. J'ajoute que le vice-président a totalement raison lorsqu'il parle d'une manœuvre politique, puisque, en tout cas, si M. Mauger, de bonne foi, n'en était pas informé, je le fais. Si vous maintenez votre demande de vote à bulletin secret, nous ne pourrons pas y procéder, puisqu'il s'agit d'une désignation, nous ne pourrons pas y procéder lors de ce conseil dématérialisé. Et si vous ne le saviez pas, eh bien, je vous en informe, ce qui va vous permettre de montrer votre bonne foi ou pas. Et si vous êtes de bonne foi et si votre intervention ne vise pas simplement à bloquer, pour un conseil, la ville de Châtenay-Malabry, eh bien, à ce moment-là, vous retirez au moins, si ce n'est votre candidature, au moins votre demande de vote à bulletin secret. Monsieur le vice-président. Oui, je tiens à préciser une chose, c'est que dans la précédente configuration, c'est-à-dire que lorsque c'était la ville qui était actionnaire, l'opposition en question ne siégeait pas. C'est-à-dire que là, les 3 personnes que nous proposons de désigner siégeaient déjà auparavant lorsque la ville détenait cette minorité de blocage au sein de la CEMOP. Bien sûr, c'est la continuité. Alors, Monsieur Mauger, je vous laisse une opportunité de retirer votre demande de vote à bulletin secret. Alors, écoutez, vu la réaction épidermique du vice-président, je sens bien que c'est quelque chose qui est inconcevable. Et pourtant, il me semblait bien que la nécessité d'avoir un conseil de surveillance devait correspondre forcément à ce qu'il y ait une distinction avec les personnes qui, au quotidien, gèrent le projet. Puisque je ne vois pas pourquoi instaurer un conseil de surveillance s'il s'agit de reproduire et de reprendre les mêmes personnes qui gèrent le projet au quotidien par ailleurs. C'est pourquoi, d'une part, je retire ma candidature, et voilà. Mais ça m'interroge beaucoup sur l'opacité qu'il est visiblement question de maintenir sur ce projet.
Et vous retirez également votre demande de vote à bulletin secret, on est d'accord? Bien évidemment. Je vous en remercie et je note cet effort constructif qui me paraît, même si je n'adhère pas aux propos que vous venez de tenir, au moins votre double retrait permet à l'intérêt général d'avancer. Donc, avec ce retrait, n'ayant pas vu d'autres candidatures, je le crois, je vous propose donc de passer au vote. Et puisqu'il n'y a que 3 candidats pour 3 places, on peut voter globalement, Michel ? Non, on va voter uninominalement. Alors, s'agissant de la candidature de Carl Sego, qui est contre ? Une personne, Monsieur Mogère. Qui s'abstient? Abstention. 1, 2. Ok, c'est bon les abstentions, on est d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, à savoir Astic, Dinché, Parmentier, Moutaoukil, Ars, Le Gall. S'il vous plaît, une fois que le nombre est annoncé, arrêtez de voter parce que sinon c'est ingérable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, Astic, Parmentier, Dincher, Ars, Moutaoukil, Candel, Dorfiac, Le Gall, Mergy, Renard, Duru. Voilà. Le reste pour, il est élu. Juste, Monsieur le Président, pour ma part, ce serait plutôt ne pas prendre part au vote seulement. Merci. Monsieur Vernon, je me suis abstenu, s'il vous plaît. Et Madame Dorfiac s'abstient aussi. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, alors je vous demande de simplement de lever la main lorsque je passe au vote. Ça va simplifier les choses, sinon on ne va pas y arriver. Donc, Monsieur Vernon, j'entends que vous ne participez pas au vote, c'est ça? NPPV. Non, abstention, s'il vous plaît. Donc, abstention également. Madame Parmentier, également, abstention? Voilà, c'est clarifié pour tout le monde. Et Madame Dorfiac également. Le reste pour. Donc, c'est adopté. Carl Sego est élu. Est-ce que c'est le même vote pour Georges Siffredi? Oui. Pas de vote contraire. Monsieur Duru. Monsieur le Président, Monsieur Ars, Madame Mecker a été déconnectée de la réunion et elle souhaitait s'abstenir comme le reste du groupe. Mais si elle n'est plus là et qu'elle n'a pas laissé de pouvoir, je ne peux pas prendre en considération ce vote. Je suis désolé. D'accord. Dans ce cas-là, qu'elle ne soit pas comptée dans les pour, s'il vous plaît, puisqu'elle est déconnectée de la réunion. Elle ne peut pas s'exprimer. Effectivement, elle ne sera pas comptée dans les pour, elle sera notée comme étant partie de la réunion. Voilà, mais elle revient. Problème technique. Merci, très bien. Je vous remercie. Même vote pour Georges Siffredi, on est d'accord. Même vote pour Mariam Charchar, on est d'accord. Même vote pour Carl Sego à l'Assemblée Générale. C'est d'accord? C'est adopté. Il n'y a pas de vote global sur la délibération, c'est que des désignations. On va y arriver. Le point suivant, l'exercice du droit d'initiative en application du Code de l'environnement suite à la déclaration d'intention de l'État relative à la construction du nouveau grand site de l'administration centrale dans le périphérique de la ZAC, dans le périmètre de la ZAC de la Porte de Malakoff. Lapsus révélateur. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Madame la députée, Madame Rossi, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Oui, je vous remercie de céder la parole. J'avais un point d'interrogation en fait sur cette délibération. J'ai posé la question d'ailleurs en commission d'aménagement pour en comprendre les conséquences juridiques et j'avoue ne toujours pas comprendre en fait ce qu'emporte la délibération que vous nous proposez aujourd'hui. Alors, je vais aborder 3 points. Le premier, c'est évidemment me réjouir, et je crois qu'on peut tous se réjouir collectivement en tant que conseiller du territoire de l'arrivée sur le territoire de Vallée-Sud Grand Paris, dans la ville de Malakoff, d'un grand ministère, un ministère des Affaires sociales qui s'implantera d'ici 2026-27 sur le territoire, à la place de cet ancien siège de l'INSEE, et qui permettra à la fois évidemment de transformer l'entrée de ville, mais de réaménager complètement ce quartier. Et au-delà de ce ministère, évidemment, je sais que la ville a des projets totalement pertinents autour d'une école, d'équipements publics, d'espaces verts, etc. Donc c'est vraiment, je le crois, une opportunité pour la ville de Malakoff, pour notre territoire. Et je crois qu'il faut savoir accueillir les bonnes nouvelles.
et évidemment source de dynamisme et d'attractivité pour la ville comme pour le territoire. La concertation, elle est en cours depuis maintenant 2018 avec l'EPT, avec la ville de Malakoff et évidemment les services de l'État, puisque l'État est propriétaire de ces terrains, même si une partie sera rétrocédée à la ville. Et la déclaration d'intention a donc été présentée en octobre dernier. Là, on s'achemine vers une enquête publique et une déclaration de projet. Donc, je ne comprends pas en fait très clairement pourquoi cet exercice du droit d'initiative au titre du Code de l'environnement à ce stade-là en fait de la procédure. Voilà, je comprends évidemment la volonté de la ville de Malakoff d'être étroitement associée à ce projet d'aménagement et c'est bien normal. Je comprends évidemment que le territoire soit associé et je peux vous dire que j'y veille aussi dans le cadre de mes contacts avec l'État, la direction évidemment de l'immobilier de l'État, mais aussi les cabinets des ministères concernés, en veillant à ce que le territoire et la ville soient associés. Mais je ne crois pas qu'il soit sain non plus d'exercer un bras de fer ou un rapport de force qui n'aurait pas lieu d'être à ce stade-là, en tout cas, du projet, même si je sais que certaines négociations sont toujours en cours autour de l'emprise foncière. Voilà. Donc, un message d'optimisme parce que c'est loin d'être neutre que d'avoir été choisi pour accueillir ce ministère qui accueillera 2000 à 3000 personnes, me semble-t-il. Et c'est une excellente nouvelle, il faut s'en féliciter collectivement. Mais une interrogation de ma part sur ce droit d'initiative. Voilà, si vous pouvez m'éclairer là-dessus, je vous remercie. Nous allons le faire bien volontiers. Madame la maire, vous souhaitiez intervenir ou souhaitez que je Oui, réponde? merci. Merci, Monsieur le Président. Je veux bien vous laisser la parole et je répondrai après. C'est comme vous Non, voulez. allez-y, je vous en prie. Voilà. Après vous. Bon, écoutez, c'est vrai que j'ai demandé à Monsieur le Président de l'établissement public Vallée Sud Grand Paris de soumettre cette délibération pour saisir l'État et lui demander l'organisation d'une concertation préalable, tout simplement parce que d'abord, c'est notre droit. C'est notre droit et comme vous l'avez justement rappelé, il y a déjà eu une concertation en amont depuis 2016 maintenant par la ville sur un projet qui a abouti d'ailleurs, qui avait été acté en conseil municipal, y compris en conseil de territoire. Mais vous n'êtes pas sans savoir, Madame la députée, que depuis, l'État a décidé de revenir sur ce terrain qui lui appartient, il est chez lui, on est bien d'accord, il l'a toujours été d'ailleurs, mais que quand l'INSEE est parti sur Montrouge, il voulait vendre à l'époque. Et quand il a voulu vendre, Malakoff s'est tout de suite saisi de l'opportunité de déterminer un périmètre d'étude sur ce triangle, sur ce triangle, et puis sur un autre à côté, pour éviter que, par exemple, un promoteur nous implante un hôtel 5 étoiles au bord du périphérique, comme ils sont en train de le faire un peu des fois partout. Donc nous, on a saisi cette opportunité pour redessiner notre entrée de ville et décider de faire un projet qui correspondrait au mieux à la population. Et toute la concertation qui a été faite avec la population, qui a duré quasiment 1 an, elle a été réelle. Et aujourd'hui, si vous voulez, c'est un peu différent puisque l'État revient chez lui, bien sûr, avec le ministère des Affaires sociales. Nous aussi, on s'en est félicité, il n'y a aucun souci. On travaille très bien avec l'État, ça ne nous pose aucun problème. Mais sachez quand même que ce que nous propose l'État en termes de projet n'est pas tout à fait exactement ce que la population de Malakoff, en amont, avait défini comme projet. Donc, vous avez raison, on discute avec l'État depuis maintenant un petit moment. Ça fait beaucoup d'allers-retours. Nous avons des discussions politiques, puis des discussions techniques, et puis des discussions politiques, et puis encore des discussions techniques, et puis des rediscussions techniques. Des allers-retours qui sont quand même très longs. C'est quand même pas très simple de travailler avec l'État, mais en même temps, je peux comprendre, ils ont presque 2000 salariés installés. Il faut que l'État y trouve son compte, que les salariés également aussi. Et l'État est chez lui. Mais l'État est chez lui, mais un petit peu chez nous quand même. Voilà, un petit peu chez nous quand même. Et comme nous avions l'ambition de faire sur ce quartier une entrée de ville tellement aérée, avec des espaces au sol qui se dégageaient, avec de la végétalisation, avec effectivement une tour qui montait un peu plus haut que celle qui est prévue aujourd'hui. Bon, on prend acte, l'État est passé en force quand même, puisqu'il a lui-même fait une déclaration de projet, alors qu'on avait déjà fait, nous, la création de notre ZAC quand même, c'est un petit détail, mais quand même, écrasant notre PLU par la même occasion. Donc, vous voyez que les choses ne sont pas simples. Donc, nous avons le droit de demander cette concertation de la population et nous avons bien l'intention de l'obtenir, puisque nous, on pense que plus il y a de concertation, mieux c'est, et plus les habitants seront concertés dans la discussion, mieux ce sera pour tout le monde. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai demandé au président de saisir l'État sur cette concertation préalable qui ne fait
normalement, aucun problème à personne, ni au Malakofio, ni au conseil municipal de Malakoff d'ailleurs, qui n'en a été informé, parce que nous discutons toujours en amont de ce qu'on fait sur notre ville avec nos conseillers. Donc voilà, alors vous vous interrogez, je peux comprendre. Voilà ma réponse, et voilà la ville de Malakoff a vraiment l'intention que cette concertation aille au bout pour que la population soit la plus concernée au final sur ce projet. Effectivement, il y a une école qui va sortir, il y a un équipement polyvalent à dimension culturelle, il y a un équipement sportif, donc il y a aussi des bureaux. Donc c'est au bord du périphérique, on déplace une école, il y a des questions d'enjeux de santé publique pour les enfants. Tout ça, c'est un gros projet. Ça fait déjà depuis 2015 qu'on y est, puisque moi, c'était quand je suis arrivée comme maire, c'était mon premier gros projet. On commence à discuter. On avait un jury ce matin d'ailleurs avec Monsieur le Président, jury auquel nous avons insisté pour participer parce que c'était pas gagné au départ, mais l'État a quand même fini par accepter, ce que nous nous réjouissons d'ailleurs. Il y aura encore trois phases, 3 étapes importantes. Donc, il me semble que de nouveau, l'étape de la concertation avec la population est incontournable. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mais vous avez tout dit, Madame la maire, Madame la vice-présidente. Madame la députée, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Non, c'est bon? Oui. Merci, Monsieur le Président. Non, déjà, je remercie Madame la maire de ces précisions. Évidemment, s'il s'agit de concerter la population, je crois que tout le monde ici, autour de cette table, n'y sera que favorable. Juste une précision, encore faut-il que la population de Malakoff, associée à cette concertation, le soit sur la base du projet partagé avec l'État et qu'on ne soit pas sur un projet alternatif comme c'était le cas précédemment. C'est simplement mon observation. Après, évidemment, associer les habitants à ce projet-là est indispensable, il en va de leur cadre de vie, mais encore une fois, sur la base d'un projet partagé, vous l'avez très justement dit, le territoire et la ville sont associés au jury. Ça n'est pas un droit d'ailleurs, et je crois que c'est l'État qui a fait ce pas-là, il faut quand même s'en réjouir. Et puis dans le respect également des règles d'urbanisme. Et la tour de 120 mètres de haut, Madame la maire, que vous proposiez au départ, n'était ni souhaitée par les habitants, ni conforme aux règles d'urbanisme en vigueur à cet endroit-là. Donc je crois que l'État est revenu à une solution plus raisonnable. Non, je ne vous autorise pas, Madame la députée. Attendez, Madame la maire, attendez, une seconde. C'est moi qui distribue la parole. Madame la députée, vous avez la parole. Je termine. L'idée n'est pas de rentrer dans le détail du projet. D'ailleurs, il n'est pas totalement finalisé et tant mieux. Et vous êtes entendu et c'est bien normal. Donc, je veux seulement dire que voilà, si concertation il doit y avoir, qu'elle le soit en tout cas sur la base d'un projet partagé et qu'on ne prenne pas les habitants de Malakoff pour les idiots qu'ils ne sont pas. Il en va de leur cadre de vie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Alors déjà, je vous autorise pas à dire que je prends les habitants de Malakoff pour des idiots et des idiotes. Ça, c'est un peu fort de café. La tour. Le projet alternatif, ça va être celui que propose l'État. Excusez-nous, parce que le projet réel au départ que nous voulions, c'est celui que nous avons discuté avec la population. Ne vous en déplaise. C'est une concertation qui a duré presque 6 mois. Il y a eu des balades de quartier, il y a eu des ateliers participatifs, il y a eu des réunions publiques, il y a eu une enquête, il y a eu une enquête téléphonique y compris. Donc, vous, en matière de concertation et de démocratie locale, nous n'avons pas de leçons à recevoir. Je vous remercie. Ceci dit, elle a jamais fait 120 mètres de haut la tour. Je ne sais pas d'où vous sortez ça. Elle était ciblée à 90 mètres, d'accord, déjà. Bon, et l'objectif, c'était de dégager de l'espace au sol réellement, ce qu'on n'aura pas. Donc, on aura beaucoup moins d'espace au sol. On n'aura pas le même projet, mais ce projet sera discuté avec la population, et nous considérons que c'est celui-là le projet alternatif, puisque nous, évidemment, on renonce au nôtre, mais c'est comme ça, c'est la vie. Dans la vie, effectivement, il y a des renoncements à faire, et le projet initial, pour nous, était le meilleur, mais on va quand même aller discuter, parce que de toute façon, on n'a pas le choix, voilà, évidemment, on nous l'impose. Par contre, on a l'ambition d'aboutir sur un projet le plus cohérent possible et qui satisfasse tout le monde, mais ne venez pas dire qu'on prend les gens pour des imbéciles et des idiots. Chose que je ne vous le permets pas parce qu'on a quand même une concertation qui a été conséquente et qui a duré un certain temps. Alors, peut-être pour mettre un point final à cette discussion, je peux attester du fait que le projet de la ville n'était pas le projet alternatif, c'était le projet principal et qu'effectivement, c'est le projet de l'État qui est le projet alternatif. D'ailleurs, lorsque nous avons eu rendez-vous avec Madame la maire auprès de Gérald Darmanin, qui à l'époque était dans une autre fonction, dans un autre ministère, il nous a lui-même confirmé
qu'il n'y avait pas de difficulté pour que nous lancions notre procédure de ZAC, et d'ailleurs je crois même que ça a été écrit à un moment donné, et en définitive ils se sont fort étonnés que nous fassions ce qu'ils nous avaient conseillé de faire. Donc voilà, les ministres passent, mais les élus locaux restent. Et donc il y a une continuité de projet. La maire de Malakoff et le territoire acceptent de passer outre ces petits changements et accepte de faire un grand pas vers l'État en acceptant le projet de l'État, parce que certes, juridiquement, et c'est ce que j'ai rappelé hier dans une réunion technique que nous avons eu également sur ce sujet avec les représentants de l'État, l'État a le droit pour lui, mais les élus locaux ont le soutien de la population. Et par conséquent, si nous avions décidé de nous opposer à ce projet porté par l'État, nous n'aurions certainement pas gagné, mais par contre, nous aurions pu faire durer les choses. Et on a considéré que ça n'était pas d'intérêt général que de le faire. C'est la raison pour laquelle nous avons fait mouvement et nous avons fait ces pas en direction de l'État, qui lui-même a fait un pas vers nous en nous permettant, à notre demande, de faire partie du jury. Nous avons également demandé hier, et j'ai soutenu cette demande de Madame la maire, de participer à l'ensemble des étapes et à l'ensemble des ateliers, y compris des ateliers techniques avec les différents candidats possibles et imaginables, pour que à aucun moment nos collectivités ne soient déconnectées de la décision, ou que les instructions qui sont données aux différents candidats puissent aller à l'encontre de la volonté de la population. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ose espérer que l'exercice de ce droit d'initiative, pour revenir à la délibération qui nous intéresse, permettra de continuer, comme cela a été fait jusqu'à présent, d'associer au maximum la population au devenir de cette entrée de ville et de cette entrée de territoire qui revêt une importance toute particulière. Ayant apporté ces explications, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions à l'exercice de ce droit d'initiative ? Je n'en vois pas. Madame la députée, votre main est levée, mais j'imagine que vous n'êtes pas opposée. Qui s'abstient ? Une abstention, Madame la députée. 2, Monsieur Astic. C'est tout, on est d'accord ? Le reste pour, c'est adopté. Je vous en remercie. Nous passons au point suivant, la définition des modalités de mise à disposition du public. Au public, du dossier relatif à la modification simplifiée numéro 2 du PLU de la commune de Châtenay-Malabry. Y a-t-il sur cette délibération des questions ? Monsieur Xavier ? Non. Monsieur Mergy ? Oui, merci Monsieur le Président. Je trouve qu'une des richesses des débats au Conseil de territoire sous votre présidence, c'est effectivement la courtoisie des débats et le respect mutuel entre les intervenants. Donc je trouve un peu dommage la teneur des échanges tout à l'heure sur la proposition de David Mauger qui était légitime. Moi je voulais juste intervenir sur un point concernant cette modification du PLU qui concerne la cité jardin. Bon, tout le monde le sait, la cité jardin c'est un ensemble architectural et arboré remarquable qui a été construit au cours des années 30 et qui permet effectivement à des générations d'architectes, de paysagistes d'aller constater de visu la qualité remarquable de ceci. Je crois que dans le cadre de la modification du PLU de Châtenay-Malabry, il est prévu effectivement la destruction à hauteur de 80% de ce site remarquable. Je trouve ça extrêmement dommage, puisque effectivement on va construire des immeubles un peu standards, soit l'accession à la propriété, soit de grands standings, mais en tout cas on perdra ce qui faisait la richesse et la spécificité de ce quartier. On perdra aussi beaucoup de logements sociaux dans un territoire où il en manque globalement cruellement, et donc je trouve ça dommage. Alors il y a beaucoup de gens qui s'y opposent. Je crois que l'enquête publique a recueilli une très large majorité d'avis négatifs. Je crois que le préfet de Haute-Seine, le préfet de région et la ministre elle-même, Mme Bachelot, ont demandé aux élus concernés de revoir leur copie, si vous me permettez l'expression. Voilà, donc je trouve dommage qu'on puisse, je sais bien que le fonctionnement du territoire, c'est effectivement de ne pas interférer dans les choix de chacun des maires des communes du territoire, mais je trouve dommage sur un projet d'intérêt général qu'on ne cherche pas à trouver une solution alternative. Il y a d'autres villes, d'autres bailleurs, à Stein ou près Saint-Gervais, qui ont fait le choix de réhabiliter
plutôt que de détruire les jardins, donc de conserver ces sites patrimoniaux remarquables. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Mergy. Mais alors, d'abord, je voudrais faire une petite précision pour dire qu'il ne me semble pas que nos échanges tout à l'heure avec Monsieur Mauger se soient faits en dehors des règles de courtoisie que j'essaie d'instaurer sous ma présidence. Premièrement. Deuxièmement, je tenais à vous informer que s'agissant de cette délibération, rien ne concerne la butte rouge. Donc vous êtes en train de faire une longue digression sur un hors-sujet, en fait, si je peux m'exprimer ainsi. Ce qui prouve une nouvelle fois qu'il est bon quand même que les personnes qui connaissent les dossiers prennent part aux décisions principales. Ayant apporté cette précision, je vous propose, à moins que Monsieur le maire, Monsieur le vice-président, vous souhaitiez intervenir également. Sinon, non, nous passons au vote. C'était exactement pour indiquer ce que vous avez dit, Monsieur le Président. Cette délibération ne concerne aucunement la Cité Jardin. Ce sera l'occasion d'une autre délibération qui sera soumise au Conseil de territoire. Mais l'objectif, c'est d'être parfaitement informé. De toute évidence, Monsieur Mergy, vous n'avez pas connaissance, en tout cas, du projet de modification du PLU relatif à la Cité Jardin. Et en tout cas, je vous encourage, lorsque cette délibération sera à l'ordre du jour, à consulter. Ça fait 250 pages, évidemment, c'est un peu long, mais c'est très loin, évidemment, de la caricature que vous en avez fait ce soir. Et en tout cas, ça sera l'objet d'un autre débat. Cette délibération n'a rien à voir avec la Cité Jardin. Merci, Monsieur le Vice-président. Nous passons donc au vote. Qui est contre cette délibération ? Alors, contre. On va baisser les mains, peut-être, ceux qui... J'imagine que Monsieur le Vice-président n'est pas contre la délibération. Voilà. Alors, qui est contre la délibération ? Personne ? Qui s'abstient ? Personne ? C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. L'approbation de la modification numéro 2 du PLU de Sceaux, qui ne concerne pas non plus la butte rouge, je le précise tout de suite. Y a-t-il des interventions ? Monsieur Mergy ? Non, mais pardon, j'ai bien noté les précisions de Monsieur le maire et de vous-même, Monsieur le Président. C'est la raison pour laquelle j'ai pas voté contre cette délibération précédente. Voilà. Je vous remercie des précisions que vous m'avez apportées. Voilà. Merci. Tout le monde a le droit à l'erreur. Y a-t-il donc des oppositions sur cette délibération CN ? Je n'en vois pas. Des abstentions ? Je n'en vois pas non plus. C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Oui, Monsieur le Président. Bien sûr, Monsieur le maire. Monsieur le vice-président. Monsieur le Président, si je puis me permettre, naturellement. Merci donc à l'ensemble du Conseil de territoire d'avoir adopté cette délibération. Je voudrais juste préciser que la demande qui a été faite au territoire en 2019 faisait suite à un vœu voté unanimement par le Conseil municipal de Sceaux. Donc, il y a là donc une grande unanimité dans cette affaire. Et je voulais en profiter pour remercier donc l'équipe, la direction compétente du territoire pour la célérité qu'elle a mise, avec évidemment le concours des services municipaux de Sceaux, pour que cette délibération arrive le plus rapidement possible à notre assemblée. Voilà, les choses se sont très bien passées et je voulais en témoigner. Merci. Voilà, merci, Monsieur le Président. Je leur transmets ces remerciements qui nous vont droit au cœur. Alors, le point suivant concerne la ZAC des musiciens à Bagneux, approbation de la rectification du périmètre dans le cadre du dossier de création. Y a-t-il des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Je n'en vois pas. On est d'accord, c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. L'approbation et demande d'agrément du projet de fusion de Clamart Habitat et de Châtillon Habitat, conformément aux précédents échanges que nous avons eus sur ce sujet. C'est la suite de la procédure. Y a-t-il des questions ? Je n'en vois pas. Si, Monsieur Le Gall ? Je vous en prie. Non ? Pardon, je cherchais le son. Allez-y, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Oui, simplement... Vous avez ma main.
Pardon. Et Monsieur Gazo prendra la parole ensuite sans problème. Monsieur Le Gall. Ouais, oui, simplement pour effectivement regretter une nouvelle fois que, en termes de compétences, Montrouge décide de passer son tour une nouvelle fois en ne souhaitant pas venir dans le rassemblement que vous avez initié à Clamart-Châtillon. Montrouge était effectivement, je le crois, au début dans le tour de table, mais a décidé effectivement d'aller vendre son patrimoine à une commune qui n'est pas dans le PT. C'est quand même fort dommage pour une compétence que le PT doit assumer. Et un peu plus largement, poser la question de savoir effectivement en quoi notre commune est légitime à être dans cette PT, dans la mesure où sur le logement social d'une part, sur les locaux commerciaux d'autre part, sur lequel il y a également une SEM qui a été constituée au niveau de l'EPT, on a une SEM concurrente à Montrouge. Au niveau du conservatoire, on est la seule commune à rester également sur un conservatoire communal, alors que tout le monde s'est rassemblé sur la voirie. Lors des derniers conseils, on a vu que simplement 3 rues avaient été déléguées à l'intercommunalité, alors que d'autres communes ont fait des efforts beaucoup plus importants. Donc c'est un peu dommage, et on voit en plus que sur un sujet que je ne sais pas s'il a été abordé ce soir, parce que je suis arrivé un petit peu tardivement, nous sommes la seule commune qui allons effectivement contribuer fortement à l'augmentation de la TEOM, puisque nous étions sur un taux fort bas pour des raisons, j'allais dire, géographiques. La géographie de Montrouge est assez simple, on est très dense. Donc c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile de ramasser les ordures ménagères chez nous. On était aussi dans un système de régie qui permettait pour le coup de ne pas payer de TVA ni de dividendes aux actionnaires. Donc moi, ça fait désormais 6 mois que je suis conseiller communautaire. Je crois beaucoup dans le fait communautaire, et je trouve assez dommage que notre commune ne réussisse pas à s'intégrer dans la construction de Vallée Sud Grand Paris. Merci. Y a-t-il d'autres questions, d'autres interventions? Monsieur Gazo, pardon. Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Donc, vous savez, je suis conseiller territorial, je suis conseiller municipal de Châtillon. On a de très bons liens avec Clamart, en particulier avec vous et avec vos équipes. Donc, je suis bien sûr favorable à cette fusion avec Clamart. Pourquoi je prends la parole? Tout simplement parce que, en revanche, vous le savez, je me suis déjà exprimé sur ce point, je ne vois pas où on va avec ce système à 12 000 logements. Effectivement, il y a une commune voisine qui est Montrouge, qui a souhaité, pour des raisons XY, ne pas nous rejoindre. Donc, ce projet à long terme me paraît compliqué à orienter. Et je suis plutôt favorable, pour ma part, au maintien quand même, quand c'est utile, de structures locales. Je trouve que les offices de HLM municipaux ont du sens. Il y a un office départemental, il y a d'autres bailleurs sociaux. Je ne vois pas pourquoi on nous oblige à fusionner. Et puisqu'obligation il y a, évidemment, on est ravis de le faire avec Clamart. Je demande quand même avoir la suite, compte tenu qu'on est obligé d'atteindre un objectif de 12 000 et on ne voit pas avec qui on va s'allier, sinon avec des communes extérieures à notre territoire, ce qui serait évidemment complètement en contradiction avec les objectifs fixés par une loi, je crois, votée en 2015, c'est ça, hein, sous M. Hollande, je crois, il me semble, hein, c'est en 2015, je crois. Non, la loi Elan, c'est un petit peu plus récent, me semble-t-il. Mais effectivement, vous avez raison de souligner le fait qu'il y a une volonté du législateur d'opérer une suppression d'un certain nombre de structures par regroupement. Je ne suis pas forcément intimement persuadé que ça soit ultra pertinent, surtout quand ces structures faisaient déjà le maximum pour construire et pour développer leur patrimoine. Qu'on oblige des structures qui étaient dormantes, qui ne faisaient rien de leur fonds propres, etc., ça je peux le concevoir. Qu'en revanche, on oblige des structures déjà dynamiques à se regrouper, ça ne me paraît pas forcément être ultra pertinent, mais nous sommes des républicains, donc nous appliquons la loi en essayant de conserver au maximum l'autonomie des communes. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention sur ce sujet? Nous aurons l'occasion d'y revenir, de toute façon, chers collègues. D'autres demandes d'intervention sur ce sujet? Je n'en vois pas.
Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre cette délibération? Personne. Qui s'abstient? Abstention 3. Monsieur Candel, Monsieur Dincher, Madame Moutaoukil. Le reste pour. Je vous remercie. Monsieur Mogère également abstention? Donc 4. Le reste pour, c'est adopté. Nous passons au point suivant qui concerne le rapport d'activité du CIMACUR pour l'année 2019. Vous avez eu connaissance de ce rapport. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Il est adopté. Oui. On prend acte du rapport. Nous avons la détermination du lieu de la prochaine réunion du Conseil de territoire. Donc, si les conditions sanitaires le permettent, nous nous réunirions Salle Léo Ferré. Salle Léo Ferré à Bagneux. Si juste, je fais une petite remarque. Salle Léo Ferré à Bagneux, nous on attend un centre de vaccination, donc s'il arrive, ça ne sera pas possible que ça soit à la salle Léo Ferré. Et comme je crois qu'il va arriver un jour, peut-être mieux qu'on propose un autre lieu. On va se faire vacciner comme ça. Bon. Alors, ça sera salle Léo Ferré à Bagneux et dans l'impossibilité, sinon nous choisirons une autre salle du territoire. Et sinon, ça sera la Maison des Arts. On m'a dit qu'il y a une autre possibilité éventuelle et on remercie les Robinsonnais de nous accueillir. Non, il faut fixer le lieu. Alors à ce moment-là, on prend tout de suite la Maison des Arts pour être sûr si ça ne dérange personne. Voilà, donc pas d'opposition, pas d'abstention, c'est un vote unanime. J'ai reçu, j'ai reçu 2 questions orales. La première qui m'est posée par Monsieur Astic. Il a la parole, s'il souhaite défendre sa question. Bonjour, merci Monsieur le Président. Lors des 2 dernières séances de conseil territorial, je vous avais interrogé au sujet des déchets ménagers. Alors je sais, ça va vous apparaître à chaque fois que je vous en parle, mais c'est le premier poste de dépense du territoire et donc il est normal qu'on prenne un peu de temps sur le sujet. La première fois, j'avais suggéré d'instaurer une TOM incitative. L'idée, c'est de mettre en place une taxation différenciée liée au volume des déchets. C'est une mesure d'écologie positive et pas d'écologie punitive, comme vous l'avez mentionné lorsque vous êtes intervenu lors de la synthèse des ateliers du PCAET. Donc, j'aurais pu penser que c'était une mesure que vous retiendriez. Ce serait notamment un prolongement naturel au défi zéro déchet, expérimenté depuis 3 ans dans le territoire et étendu aujourd'hui dans les 11 villes du territoire. Initiative que j'encourage vivement. Les bénéfices d'une telle pratique peuvent être rapides, avec quelques adaptations de nos comportements quotidiens. Il est possible de diviser par 2, voire par 3, le volume des déchets ménagers. Inscrire le territoire dans une trajectoire de sobriété et de réduction des déchets peut se faire en amont par la distribution de composteurs comme vous le faites, et je vous en félicite. Elle peut aussi se faire par l'incitation à moins jeter, moins gaspiller, mieux préserver nos ressources en récompensant en aval ceux qui s'y mettent. Et cette taxe participe de cet objectif. Également, réduire drastiquement le volume des déchets permettrait de minorer l'impact de la hausse de la taxation des activités polluantes prévue pour respecter les engagements pris par notre pays lors de la COP21. Vous avez expliqué dans votre réponse que ce dispositif n'était pas adapté à la situation des zones urbaines, denses comme celle de Vallée Sud Grand Paris. Je note pourtant qu'un EPCI voisin, Versailles Grand Parc, a décidé de l'expérimenter. Je ne crois pas que cette intercommunalité de plus de 270 000 habitants, qui est juste voisine de la nôtre, soit une zone exclusivement rurale ou pavillonnaire. Aussi, Monsieur le Président, je réitère ma question. Comptez-vous en 2021 et en 2022 envisager l'étude ou l'expérimentation de cette taxation incitative d'enlèvement des ordures ménagères? Je vous avais aussi interpellé à propos du niveau des taux d'intérêt, des taux de la TOM, et de ses conséquences sur les recettes du budget primitif pour 2021. Vous aviez répondu que la hausse du produit de la taxe en 2021 était mécanique en raison de la revalorisation des bases d'imposition. J'avais identifié un écart très significatif entre les recettes et les dépenses et qui perdure malgré l'intégration des dépenses d'investissement dans le décompte depuis 2019.
À ce sujet, pour le budget 2021, vous nous avez présenté un budget d'investissement de 6,15 millions d'euros, en hausse de 2 millions par rapport à 2020, et très largement supérieur aux investissements de 700 000 euros effectivement réalisés en 2018 et de 1,3 million d'euros réalisés en 2019. C'est beaucoup d'investissements, et donc je vous remercie de bien vouloir nous communiquer le détail de ces dépenses d'investissement prévues en 2021. J'ai adressé une demande à vos services en ce sens et j'espère que vous voudrez bien me répondre. Par ailleurs, je vous avais alerté sur les risques pour notre collectivité en fixant des taux de taxation trop élevés. Après la métropole du Grand Lyon, c'est la métropole du Grand Nancy qui a également été condamnée. Le risque est bien connu de tous les acteurs des collectivités. Ma question était simple. Pourquoi prendre la responsabilité d'un tel risque, d'autant que les règles ont changé et que vous ne semblez pas mesurer les conséquences possibles de vos choix? Alors, je vais expliquer un petit peu. Jusqu'en 2018, et les condamnations qui ont été celles de Lyon ou de Nancy rentrent dans cette situation, c'est le Trésor public qui remboursait les contribuables ayant obtenu en justice le remboursement de la TOM. C'était pratique, finalement. Les collectivités pouvaient pouvaient prélever trop de taxes au mépris de la loi, et en cas de condamnation, ce n'était pas eux qui payaient, c'était l'État. Vous le savez très bien, puisqu'en janvier 2019, vous aviez répondu à des questions similaires de la part de plusieurs conseillers territoriaux. Monsieur Astic, je vous remercie de rester dans le texte prévu dans votre question qui était déjà fort long et de ne pas faire de nouvelles digressions qui n'étaient pas prévues. Oui, mais je vous demande de bien vouloir, s'il vous plaît, pour l'intérêt de nos débats, de rester dans votre texte qui était déjà fort long. Je vous remercie par avance. Malheureusement, il y a eu un élément nouveau depuis hier, c'est que vous avez émis un communiqué de presse qui m'amène effectivement à modifier la lecture de ma question orale, si vous le voulez bien. Donc, vous avez cité en 2019, je vous informe que nous sommes revenus à un écart se situant dans la norme admise par la loi et la jurisprudence. Nous ne sommes donc plus en risque. Effectivement, le territoire était en risque avec un dépassement de 45% en 2018. C'est un point non contestable. 13 millions ont été perçus à tort en 2018. En fait, nous étions en risque puisque en 2019, le dépassement était de 7,3 millions, soit 21% en trop, et de 6 millions en 2020, soit 16,5% en trop. Pour 2021, vous poursuivez votre action sur le fil du rasoir en espérant que personne ne verra rien. Le dépassement présenté est de 14% en 2021, 5,4 millions rapportés à des dépenses de 39 millions, ça fait bien 14% prélevés en trop dans les poches des contribuables. Sans raison. 5,4 millions, en tout, ça porterait le total des prélèvements votés depuis 2018 en excès à 32 millions. Vous faites prendre des risques aux finances de la Vallée Sud Grand Paris. C'est tout le sens de la saisine que j'ai formulée auprès du préfet le 14 janvier 2021, comme la loi me le permet, afin qu'il décide ce qu'il convenait de faire sur ces délibérations. Cette saisine n'est pas l'acte d'un seul conseiller isolé. Je l'ai fait avec le concours de 12 conseillers municipaux des villes du territoire, élus de la République En Marche et apparentés, qui ont soutenu ma démarche et m'ont aidé et encouragé. D'où ma question. Prenez-vous l'engagement de présenter 2 nouvelles délibérations pour les taux de la TOM et le budget primitif 2021 lors de la prochaine Assemblée territoriale? Enfin, Monsieur le Président, j'aurais pu m'arrêter là, sauf qu'hier, un communiqué de presse a été diffusé à ce sujet par notre territoire Vallée Sud Grand Paris. Je vous remercie d'avoir cité la référence du bulletin officiel des impôts en date de 2015, qui effectivement explique que, en cas de disproportion manifeste, la délibération fixant le taux de la TOM est illégale. Seule est admise une disproportion limitée lorsque l'excès du produit de la TOM sur le coût du service n'est pas flagrant et en tout état de cause sensiblement inférieur à 15%. Est-ce que 14% en 2021 est sensiblement inférieur à 15%? Encore une fois, ce n'est pas à nous de juger, Monsieur le Président. Je vous ai alerté. C'est au service de la préfecture d'exercer leur contrôle et le cas échéant au tribunal de décider. Je n'ai pas déposé de plainte au tribunal, j'ai juste saisi le préfet. En fait, vraiment, je vous remercie parce que, ce faisant, en citant ce bulletin officiel des impôts, vous venez de confirmer toute notre analyse de la situation. 16,5 en 2020 de dépassement n'était pas inférieur à 15%, 21 en 2019 non plus, et 45% en 2018 encore moins. Merci à Vallée Sud d'avoir ainsi confirmé que trop de taxes d'enlèvement des ordures ménagères avaient été prélevées tous les ans depuis 2018 pour un total de 32 millions. En revanche, le communiqué de presse me laisse un doute. Je vous demande de bien vouloir conclure, Monsieur Astic, puisque vous êtes largement en dehors de votre question. Donc, si vous ne souhaitez pas que je vous coupe la parole immédiatement, vous concluez immédiatement. Sinon, je serai amené à vous couper la parole, ça serait dommage. Je conclus, je vous remercie de votre, comment vous avez dit, courtoisie.
La démagogie, vous l'avez cité, la démagogie de ceux qui n'ont jamais géré ou de ceux qui ont mal géré et augmenté les impôts par le passé ne les autorise pas à dire n'importe quoi. Monsieur le Président, je trouve particulièrement choquant que notre collectivité, notre institution, dénigre ses propres élus républicains siégeant dans son assemblée, ses conseillers élus démocratiquement. Ce manque de respect envers nos institutions ne devrait pas être toléré et enfin gravement les engagements que nous avons pris dans la charte de l'élu le 10 juillet. Et je vous rappelle le premier engagement, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Cette charte s'impose à tous les élus et j'imagine au premier d'entre eux qui se doit de donner l'exemple. Est-ce que notre Assemblée a agi avec impartialité, avec dignité et intégrité en diffusant ce communiqué de presse? Je vous remercie de me répondre. Monsieur le Président, voici ma dernière question. Non, écoutez, maintenant ça suffit, ça suffit. Non, c'est pas votre dernière question. Ça, c'était votre dernière question. Donc, je donne la parole maintenant. Non, vous. Pouvez-vous nous indiquer quelle est l'entité qui a décidé la diffusion de ce communiqué de presse? Vous, mesdames et messieurs les maires, ou encore vous et mesdames et messieurs les vice-présidents, et je vous prie de bien vouloir respecter la courtoisie élémentaire. Avez-vous envoyé un tel communiqué? Bon, merci, Monsieur le Président. Écoutez, c'est formidable parce que déjà par votre attitude, vous confirmez exactement le contraire de ce que vous venez de dire. Non, vous n'êtes pas du tout courtois puisque vous ne respectez ni les règles du jeu, ni la courtoisie élémentaire qui vise à se limiter à la question qui a été préalablement envoyée. Voilà. Donc, vous êtes un nouvel élu. Vous ne connaissez pas les règles du jeu ou vous feignez de ne pas les connaître. Mais ce n'est pas pour ça que je vais vous laisser faire n'importe quoi. Donc, vous allez apprendre, voilà, ça va être le métier qui va rentrer, mais je vous prie de vous comporter correctement. Et je répondrai à votre question en même temps que je répondrai à la question suivante, qui, vous allez le voir, est fort originale par rapport à la vôtre. Donc, je donne la parole à Monsieur Dincher. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, en effet, ma question concerne le même sujet, puisque nous avons le même sujet d'inquiétude. Je dois dire qu'au niveau courtoisie, le dernier communiqué de VCGP n'était pas un exemple à mes yeux. Vous avez utilisé des propos qui sont pas dignes de vos fonctions, je pense, et ni du ton que nous avons eu dans notre lettre et dans nos échanges jusqu'à présent. Donc, les leçons de courtoisie, je pense que c'est compliqué et à les juger et à les recevoir. Monsieur Dincher, si vous voulez bien vous contenter de d'énoncer votre question, je vous en remercie. Monsieur le Président, cette semaine, vous avez reçu un courrier donc signé par 31 élus de 8 communes du territoire, vous demandant donc de procéder au retrait des 2 délibérations votées au dernier Conseil territorial du 16 décembre 2020, à savoir donc la délibération numéro 7 portant sur le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la délibération numéro 8 portant sur le budget primitif pour l'exercice 2021. Alors en effet, étant donné donc les taux de TOM qui ont été retenus, il apparaît donc que le budget primitif présente un excédent de produits de TOM à hauteur de 5,4 millions d'euros, ce qui correspond à un dépassement de 14% du montant de la taxe. Sur ça, nous avons la même lecture. Alors il résulte de la loi, de l'article 23 de la loi des finances pour 2019, que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la collectivité pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères. Ça comprend les fonctionnements et l'investissement, en effet. Alors, il résulte que le produit de cette taxe et par voie de conséquence son taux ne doit pas être manifestement disproportionné par rapport au montant de telles dépenses, tel qui peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux. C'est donc pas le cas pour l'établissement public Vallée Sud Grand Paris, puisque nous avons un dépassement de 14%. Alors, lorsque des conseillers territoriaux ont soulevé ce point en séance, vous avez donc mentionné une jurisprudence tolérante de 15%. C'est également ce que vous mettez dans votre communiqué. Alors, c'est sur ce point qu'on ne vous rejoint pas. Nous, des jurisprudences du Conseil d'État que l'on a constatées, on pense que les taux de 4% de dépassement semblent être acceptés, mais pas 15% en l'occurrence. Donc, sur ce point-là, effectivement, nous ne sommes pas d'accord. Alors, ce serait dommage que ce soit un juge qui décide justement du dépassement acceptable. Et je tiens à souligner ici que le risque est très important pour la collectivité parce que si le juge donc considère que les 14% donc sont une disproportion manifeste, cela conduit à une décharge totale des contribuables de leurs taxes sur le territoire.
Donc nous, les 31 élus signataires de cette lettre, nous estimons qu'il est très probable, et d'ailleurs j'ai encore eu des signes dans ce sens-là ces derniers jours, et très légitime, qu'une telle situation se présente sur notre territoire, à savoir qu'un tribunal juge que 14% de dépassement, c'est trop. Et ça nous amènerait donc à perdre dans notre budget 44,4 millions d'euros pour l'exercice de 2021, ce qui serait très préjudiciable pour l'ensemble des projets que nous portons. Et avec tous ces avertissements que vous recevez, Monsieur le Président, je pense que vous seriez responsable de cette situation si elle devait arriver. Je voudrais ajouter quand même que pour les excédents de la recette de Tom, c'est un usage installé sur le territoire que vous présidez, puisque je rappelle que depuis 2018, nous avons un excédent de 32 millions d'euros. En 2018, on dépassait de 45% le montant des taxes, enfin des dépenses. Donc c'est très important. C'est pourquoi cette lettre, Monsieur le Président, vous demandez de façon pas du tout malveillante de retirer ces deux délibérations et de faire une révision du budget et des taux, enfin arriver à quelque chose qui serait beaucoup plus acceptable également, qui nous ferait prendre beaucoup moins de risques, et derrière de faire revoter donc ces deux délibérations. Donc vous avez réagi via un communiqué que je juge très agressif et hors de propos, puisqu'en effet vous dites que l'atome serait trop élevé. Alors oui, en fait c'est l'excédent du produit de l'atome qui dépasse les dépenses. C'est pas une question de taux. Alors vous dites que le taux baisse. Il y a des communes où il baisse, d'autres. Monsieur Dincher, je ne vais pas vous faire la même remarque qu'à Monsieur Astic. Vous avez une question, vous l'exposez, et j'ai le plaisir d'y répondre. Nous ne sommes ni dans un débat, ni dans un vote. Oui. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'explication de texte. Vous avez posé une question, vous l'exposez, sinon je conclus et je vous réponds. Merci. Permettez-moi donc conclure avec juste ce mot. On ne parle pas donc de taxes, de taux qui montraient qu'ils baisseraient, mais d'excédent de produits, d'estimation d'excédent acceptable par un juge au cas où, et de prise de risque. Et puis vous nous invitez à assumer le coût de l'écologie. J'ai envie de dire ben oui, évidemment, en ce qui me concerne, je suis prêt à assumer le coût de l'écologie. Malheureusement, au-delà de vos discours, il n'apparaît pas dans ce budget, parce que si vous aviez engagé des investissements à hauteur de vos discours et à hauteur de la taxe levée, nous n'aurions pas ce débat aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Bon, écoutez, je vais faire une réponse globale, mais je trouve que je ne vais pas perdre trop de temps à répondre à cette polémique que je trouve assez indigne, en fait. Parce que vous essayez de vous faire passer maintenant pour des victimes, alors que c'est vous qui faites peser le risque sur la collectivité, c'est vous qui faites une saisine du préfet, c'est vous qui faites des recours gracieux, finalement dans un objectif tout à fait anti-écologique, puisque vous essayez de priver le territoire de 44 millions d'euros. Vous avez du mal à assumer ça, je comprends que vous soyez particulièrement gêné, d'autant plus que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il est difficile de dire que c'était gros comme le nez au milieu de la figure, d'un côté, mais de l'autre que vous avez voté vous, Monsieur Dincher, vous, Monsieur Astic, vous avez voté ces délibérations. Donc, ça pose quand même un premier problème. Deuxième problème, c'est que vous citez des chiffres qui sont faux. Vous ne savez pas calculer. Je ne peux pas vous en faire le reproche. Je n'aurais pas pu le faire moi-même sans l'aide des services. Mais vous donnez des chiffres qui sont faux. Et nous ne sommes pas à ce niveau d'excédent, puisque les choses ont été précisées par le législateur et que maintenant on sait précisément ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas prendre en considération. Troisièmement, j'ai indiqué lors de mon intervention qu'il y avait une appréciation de l'ordre de 15%, et je n'ai pas du tout parlé de la jurisprudence. Ça, c'est vous qui le dites, mais ça n'est pas ce que j'ai dit moi. Je me souvenais, vous savez, j'ai une mémoire qui peut être aussi défaillante, hein. Personne n'est parfait. Mais en l'occurrence, je me souvenais d'une conversation qu'on avait eue avec les services du territoire sur ce sujet il y a plusieurs années de cela, et qu'effectivement, on m'avait montré un texte qui mentionnait bien ces 15%. Vous m'avez d'abord indiqué, notamment vous, Monsieur Astic, qu'il n'existait pas de texte, ce texte n'existait pas. Et donc là, maintenant qu'on a publié ce texte, vous vous retrouvez un peu à court
d'argumentation, puisque vous voyez bien qu'il y a un texte officiel qui prévoit cette marge de manœuvre. Nous ne sommes pas à 14%, nous sommes en deçà, bien en deçà. Mais voilà, vous apprendrez à compter correctement, vous allez vous former, hein, vous faites comme moi, hein, vous vérifiez vos informations. Et donc, je pense que vous serez déboutés. Je pense que le territoire, sur cette affaire, en l'occurrence, n'est pas en risque. Et je défendrai les intérêts du territoire et des villes, parce qu'au bout du compte, ce sont les investissements écologiques que vous essayez de remettre en cause. Lorsque nous allons développer l'hydrogène, lorsque nous allons développer la collecte des biodéchets, vous croyez que ça va se faire avec quel argent? Lorsque nous faisons les encombrants à la demande dans déjà 3 villes et bientôt dans la totalité des villes, vous croyez que ça se fait avec quel argent? Donc vous êtes dans une démagogie la plus totale. Vous indiquez qu'on devrait 200 € aux habitants. Vous n'êtes même pas capable de faire une division simple sur 400 000 habitants avec 4 millions d'euros d'écart. Donc c'est quand même assez inquiétant aussi quant à votre capacité de calcul. Et puis enfin, je voudrais aussi vous dire que vous, Monsieur Dincher, dont les amis étaient aux responsabilités, et en particulier sur ce budget de l'atome sur les années précédentes, et vous, Monsieur Astic, qui jusqu'à il y a peu de temps étiez adhérent au Parti socialiste et souteniez ces élus, qui a placé le taux des collectivités que vos amis dirigeaient, en l'occurrence de Clamart, qui a fixé ce taux à 6,39, qui par 5 fois a augmenté la fiscalité sur l'atome. L'excédent, c'est pas d'hier, ça ne date pas d'hier. L'excédent, il est depuis des années et des années. Donc maintenant que vous n'êtes plus aux responsabilités, vous venez vous émouvoir la main sur le cœur en laissant penser que finalement nous serions des voleurs. Voilà, parce que c'est ça que vous dites aux gens, c'est qu'on est des voleurs, qu'on leur doit de l'argent et qu'on a collecté de l'argent en trop. Donc vous délibérément, vous faites preuve de démagogie, délibérément, vous mentez à nos concitoyens, délibérément, vous mettez notre collectivité sous un risque juridique, puisque vous l'exposez à des recours, et vous n'assumez pas, parce que vous essayez de dire que c'est de notre responsabilité, à nous, l'exécutif, et à moi en particulier, de finalement changer notre fusil d'épaule. Donc il va falloir être un petit peu plus responsable et assumer les choses. À 5 reprises, la gauche que vous représentez a augmenté la fiscalité. Et si aujourd'hui, il y a un écart entre les recettes et les dépenses, c'est pas parce que nous avons augmenté la fiscalité. La fiscalité, elle n'a pas augmenté depuis que je suis président. C'est parce que nous avons fait des économies. Nous avons fait des économies par la mutualisation. Vous dites non, mais vous niez l'évidence. Vous niez l'évidence. Il n'y a eu aucune augmentation de taux. Au contraire, nous faisons la seule et unique dans l'histoire, depuis le début des intercommunalités dans notre secteur, la seule et unique baisse de taux grâce à la convergence des taux. Nous rendons 1,5 million d'euros à nos concitoyens. Donc que vous confondiez l'augmentation des taux et l'augmentation des bases, ça finit de prouver votre incapacité à parler du sujet et votre incompétence sur ce domaine. Mais franchement, si vous avez besoin que les services, que Benoît Blot, que moi-même, je vous explique comment ça fonctionne, il n'y a pas de problème, je suis tout à fait disposé à le faire. Mais que vous vous permettiez de faire des recours contre notre collectivité en essayant de vous victimiser, franchement, je trouve ça d'une démagogie pure et simple. Donc il va falloir assumer, aller au bout de vos responsabilités. Si vous continuez à déposer des recours, eh bien vous en porterez la responsabilité. Voilà. Alors évidemment, ça sera jugé dans très longtemps. Mais le moment venu, d'abord, on n'oubliera pas de dire si vous perdez que vous avez bien perdu. Et si, par extraordinaire, ce que je ne crois pas, vous gagnez, eh bien vous porteriez la responsabilité de ce trou que vous créeriez pour la collectivité. Donc, en politique, les décisions, elles ont des conséquences. Voilà. Vous décidez de mettre ce sujet sur la place publique, très bien. Moi, ça va me donner l'occasion de dire à tous nos concitoyens, d'abord, qui vous êtes vraiment tous les deux, qui vous êtes vraiment.
Voilà. Et quelles sont les motivations profondes de votre action en politique. Et moi, je vais pouvoir dire ce qu'avec l'immense majorité des élus du territoire, nous faisons en faveur de la collecte écologique de nos déchets. Et je remercie Jacqueline Bellhomme, je remercie Benoît Blot, qui tous les deux œuvrent avec les services sur ce sujet, parce qu'on essaie de faire de notre mieux. Voilà. Et la démagogie avec laquelle vous agissez ne vous honore pas. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je ne vais pas rentrer dans de longs débats techniques. Nous aurons, j'imagine, l'occasion d'y revenir. J'aurais bien voulu donner la parole à Benoît Blot et à Martine Gourrier et aux autres conseillers qui le souhaitent, mais malheureusement, notre règlement ne me le permet pas. Il n'y a ni débat ni vote sur ces questions orales. Et ayant largement répondu et plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, je vous souhaite une excellente soirée et vous souhaite une bonne santé à toutes et à tous en vous disant à très bientôt. Merci de votre présence et de votre participation. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Merci beaucoup, bonsoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.